Je n'arrive pas à la joindre. Ah mais c'est chiant parce que on devait enregistrer ce soir là. Mais Hicham, tu l'as eu ou pas? Non mais Hicham non plus. Les deux silence radio et alors c'est pas pour plus teaser mais j'ai regardé leurs photos sur Instagram je crois qu'ils sont même pas là quoi. Ok. Bon on va devoir les appeler alors. Allez on les appelle. On est vraiment obligé. Oui, bonjour, vous avez un Pim Boom? Oui, alors on a une petite galère, je suis désolé, je vais pas vous raconter notre vie, mais on a Oui. deux chroniqueurs manquants, Oui. et il nous a dit que ça vous Oui. donne ce type de service. Oui, tout à fait, oui. Quel est le service demandé? Alors, on a besoin de deux chroniqueurs, une chronique plutôt de Ah, type... ça, c'est pas de mon domaine de compétence. Je vous passe mon directeur général tout de suite. Passe-les-moi, Space. Ok, c'est vas-y. Oui, bonjour, c'est pour un service demandé? Oui, bonjour. On Vous êtes au cherche... service des services demandés? Oui, on cherche un remplacement pour deux chroniqueurs. Une Remplacement. chroniqueuse. Attendez, je prends des notes, monsieur, c'est pas non plus. Bien sûr, pas de problème. On peut prendre son temps aussi. Dis que c'est urgent, dis que c'est Faites urgent. donc. Oui, C'est pour remplacer des chroniqueurs. oui, de manière assez urgente, si possible. D'accord, de quel type de sexe? Alors, de sexe féminin et masculin, on a les deux. De sexe, alors les deux, alors ça là en ce moment, cette saison, là, c'est pas évident. Bah, au pire, on peut prendre notre sexe, enfin, il faudra qu'il fasse une voix aiguë. mais- Écoutez, on vous envoie deux sexes qui sont presque identiques, vous les verrez. Il y a les êtres humains autour ou juste le sexe? Écoutez, monsieur, excusez-nous sur la qualité, vous jugerez après. Il y aura des reviews, des notes à mettre sur internet, mais vous jugerez après. Donc on vous les envoie. Écoute, vas-y, prends, on enregistre dans 5 minutes là. Est-ce qu'il peut être là dans 5 minutes et puis on prend hein. Ouais. Est-ce qu'il peut être là dans Vous êtes 5 encore minutes? là? Oui. Oui. Oui, bien sûr, c'est notre gage de qualité. Ah, donc on le envoie son ça. et Ils l'autre sont même son- là en 3 minutes. J'espère que ça va pour vous. Oui, Attends, bah. encore mieux. Ouais, c'est parfait. Eh ben on fait comme ça. Merci beaucoup. À Merci. bientôt. Qu'est-ce que c'est ce machin? C'est un détecteur de conneries. C'est pour ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fout? Mais dis-tu nos conneries? Tu veux que je lui dise d'aller se faire enculer? Vulgaire? Je trouve ça vulgaire. Oui, je trouve ça vulgaire. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pardon Maman, le podcast de vulgarisation qui traite des petits et des grands sujets pour les rendre les plus vulgaires possibles. Aujourd'hui avec moi pour vous divertir, j'ai une fine équipe, à commencer par Juan. Bien le bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, mais Ah. je suis fatigué car nous sommes à la fin du mois de septembre et nous sommes tous charrettes. Mais Je travaille. tout va bien se passer, Mais puisque oui. nous avons reçu bien heureusement deux magnifiques prestataires de la Pim Pam Poum Company, et il s'agit de Arthur et Herman. Lui-même, eux-mêmes. Eux-mêmes. Voilà. Nous répondons toujours présents lorsque Un- la commande est passée à temps. Ah, mais votre service est magnifique. Merci de nous recevoir Le- une nouvelle fois. Le standard est un peu galère, je vous cache pas. Il me semble que vous avez été promu depuis la dernière fois où vous étiez venu. Oui, On est c'est monté, incroyable. bien sûr. C'est une, Vous c'est êtes- une boîte qui fait monter très vite les gens. Ah oui, Vous oui, êtes non, un peu de podcast. compétences. Toi, t'as eu quoi, Arthur? T'as eu un double, J'ai un double eu, pot à crayon? T'as eu un truc pour J'ai eu mettre des chèques culture. chaque culture. Ah, Voilà. pas mal. Et ça, est-ce que la culture y gagne? Oui, mais bien évidemment. bien Merci. D'ailleurs, la culture, on en parle ici. évidemment. C'est Ah, ça, mais c'est le toujours, sujet de toujours. Bah, c'est cette la podcast émission. culture, Vous c'est avez un peu vu notre comment Ah, il nappe. transitionne, C'est notre transitionne. toile tirée de. Oui. Et du- toile tirée, et d'accord. du fait qu'on soit en France, on a failli s'appeler France Culture, mais c'était pris, il me semblait. C'était, Genre, ouais. C'est un peu dommage. La Mais marque ça nous est fait prise. très plaisir de vous Mais recevoir. nous aussi. nous aussi. Voilà. Pour ceux qui nous suivent depuis le début. On est un peu comme chez nous, on a enlevé nos chaussures, et voilà, et c'est mais- très bien. mais Et vous- nos vous êtes chez pantalons, nos cravates. Vous êtes chez vous. Et pour vous présenter, donc, alors pour ceux qui ne nous suivraient pas depuis le tout début, qu'on Je sais. excuse, il faut bien rejoindre le C'est bateau. dommage, vous avez quand même perdu pas mal d'années de votre vie, d'heures de votre vie. Mais À vous ne pouvez pas suivre, encore écouter pardon. l'ancien épisode. Mais donc, que faites-vous, cher Herman et Arthur de la Pim Pam Poum Company? On est salarié d'une grosse entreprise. Je Donc pense ça, qu'on c'est- peut ça- le résumer. Ça crée un quotidien. ça parce crée que un déjà le quotidien. matin, on prend le métro. Ensuite, Euh, on va dans une tour. On emprunte des escalators. Je crois qu'ils demandent plus court. Du coup, on est Ah plus ouais. sur la section podcast. Ah, d'accord. très bien. Donc on fait du podcast pour une grande entreprise qui a vraiment décidé d'investir dans ce marché-là, et on a donc notre programme phare qui s'appelle Pim Pam Poum. Voilà. Très bien. C'est Et le navire amiral, le tanker. voilà. C'est ça. Vous avez Donc, notamment vous- suivi cet été avec un programme dédié. Alors Pour le voilà, programme parfois il y estival. a quelques barques, voilà. Et c'est C'est de la vrai. pistoche. Il faut La toujours des barque- petits canaux. La barque de Petit l'été. navire. C'est le petit programme estival, très sympathique, disponible à la réécoute. Il y a un début, il y a une fin, il y a 8 épisodes. Oui, c'est Donc, romancé. il Il y a faut des, voir un il y a des milieu chroniques aussi, un peu comme chez vous, et c'est très Mais référencé. C'était beau, c'était bien produit, c'était magnifique. Bah, merci. C'était un- De type Cali. Voilà. Bah ça, c'est sympa. Cali Merci. plus même.
Et ça nous fait très plaisir de vous recevoir, parce qu'on vous avait reçu première saison, il me semble, vers un peu la fin. Il y a bien longtemps. Saison dans le Et, podcast, ça n'a C'est-à-dire, pas je crois vraiment que de sens. C'était même avant, on avait trouvé le nom de Pardon Maman, on vous avait dit. Voilà. Si Vous nous l'avez lancez un racheté. podcast, Vous nous l'avez racheté, ça serait ouais. intéressant de l'appeler Pardon Maman, de Absolument. vulgariser. Voilà, bon, c'est vrai qu'on vous avait beaucoup accompagné. C'était au ça ou démarrage. lancer de On Marceau. vous avait fait les 8 premières émissions comme on les avait écrites. Voilà. Ouais. Et puis maintenant, vous Ah, êtes une de intervention. vous-même, J'ai pas vous entendu êtes, Caroline. vous êtes parti, vous êtes envolé. Ouais. Ouais. C'est grâce à vous. Vous avez C'est- pris mais votre voilà. envol là, vous êtes vraiment. Il y a eu du Entièrement beau monde grâce à dépassé entre notre première Mais- présence et notre. Mais des seconde personnes très présence. sympathiques, toujours passionnantes. Ouais. On remercie encore une fois toutes et tous nos invités. C'est toujours des échanges. Ils sont encore là d'ailleurs, c'est assez bizarre. Vous les gardez finalement. Mais en fait, c'est un principe d'hôtel un petit peu. Ok. Est-ce qu'on peut dire à Lorraine Bastide peut-être de sortir du fond de la salle, de nous rejoindre peut-être sur Ouais, le ça canapé serait bien, parce mais que bon, ils se mettent en retrait, c'est C'est quand même gentil pas de mal. laisser vos invités en arrière-plan, mais ils c'est- peuvent venir autour de nous. Hein. Mais c'est me le- dérange pas. C'est le respect des chroniqueurs. Ils Je sont ne sais pas adorables. comment enchaîner là-dessus. On adore nos invités, non, très sincèrement. L'émission a commencé Tout et là tous nos invités. Oui, tout à fait. D'accord. Mais tout et tous nos invités, on les adore et c'est toujours un énorme plaisir de les recevoir. Et vous aussi. nous Et aussi. sinon, petit point sur Pardon, que s'est-il passé? Écoutez, c'est là, rien de spécial. Oh, c'est la pas rentrée. plus. Vous faites les fins d'épisode au Le début glamour. maintenant. Si, ça. petite nouveauté pour celles et ceux qui nous ont suivis. J'ai publié un petit article suite à mon dernier sujet sur la pollution numérique. Donc, si vous voulez le lire, on l'a relayé Sur Medium, non Sur Medium, c'est ça. Exactement. Ouais. Ah, c'est sur Medium. Et on l'a relayé sur Facebook abonné. et Twitter. Si vous voulez creuser le sujet un peu plus loin, il y en aura peut-être d'autres qui vont. Est-ce tomber qu'on l'imprime plus tard. cet article ou est-ce qu'on le lit sur Internet? Alors, pour faire très court, comme je disais, suivant le temps que vous allez passer à le lire, ça peut valoir le coup de l'imprimer. Mais voilà. Ah, trop long. Un petit teasing un peu de, Beaucoup finalement, trop du long. contenu de. ouais. Et sur ce, comme d'hab, on a reçu plein d'idées de sujets, plein de messages. Donc, on vous remercie encore 1000 fois. C'est toujours un énorme plaisir. Et sur ce, en parlant de sujet, ne passerait-on pas au sujet du jour? Et oui, un petit Parce filage. que, comme vous avez pu le remarquer, malheureusement, Camille et Hicham ne sont pas là. Ils sont en vacances. Et ils profitent des joies des congés payés, gagnés à force Ils ont bien raison. de pavés battus. Non, on va arrêter le politique. Toujours est-il qu'aujourd'hui, nous allons commencer avec donc, notre premier remplaçant, à savoir Arthur, qui est là pour remplacer Ah. notre cher Ouh, aïe, Camille. aïe, aïe, aïe. Au pied levier. Ah, Voilà. mais, Bon, on va Qui est arrêter. levier, c'est un nouveau pied qui sert à lever des choses, à levier, voilà. c'est Voilà. ça. Cette blague vous a été fournie par les matelas Casper. Donc Arthur va nous parler aujourd'hui de... De quoi je vais vous parler? Eh bien, je vais pas vous parler de la Franche-Comté, je vais pas vous parler de la Bastille, je vais vous parler de la découverte des Amériques. Ah bah c'est très bien ça. Parfait. Oui, nous enchaînerons ensuite avec Elias. Tout à fait. Et moi, je vais vous parler de la prescription juridique, et pas plus particulièrement dans le domaine pénal. Ah bah c'est très bien ça. Je vais faire court sur le Alléchant. sujet, mais pour répondre très simplement à la question de comment ça se fait que quelqu'un qui a commis un crime il y a 30, 40 ans et qui va avouer et où il y a des preuves, pourquoi Contrôle Z sur le Voilà. crime, quoi. Pourquoi on peut dire qu'il y a prescription, et voilà. Donc on va parler de ça assez rapidement. Tout à fait. Ce sera ensuite le tour de Herman. Ouais. Oui, mais moi je vais jouer, je vais essayer d'égaler le talent d'Ichouchou, Impossible. d'Hicham dans la chronique animalière, puisque je vais vous parler des orang-outans. Oh, parfait. Voilà, donc ces Beaucoup, grands c'est- singes roux. Tu vas nous faire donc une ichamade de grand talent. j'espère. C'est l'animal préféré de mon ancienne coloc. Si tu veux tout savoir. J'en C'est parlerai, une j'en grande parlerai, nouvelle. j'en parlerai sûrement. On est très Elle content. sera très contente. C'est une parlera chronique, sûrement. ça, de l'émission, la colloque, l'histoire de la colloque. Et pour ma part, je terminerai avec un petit débat que j'aurai l'honneur de présider avec vous sur le concept de talent. Qu'est-ce que le Alors c'est un talent concept déjà, ok, alors d'accord. Donc voilà, on part J'ai dans un la- impératif, je partirai peut-être avant. Voilà, je Bon, préfère. très bien, j'accepterai. Non, mais j'ai hâte, Sur le ça va être débat. cool. En tout cas, au lieu d'ouvrir ta grande gueule, tu vas nous faire la Camille. Bon, et je peux le faire entrer, ce navigateur de malheur? Christophe Colomb! Si vous voyez encore les Indiens, n'hésitez pas à me prévenir, Mme Godet. Eh oui, des tas d'Indiens! Et oui, puisqu'aujourd'hui, l'équipe de Pardon Maman comment on dit, pardon? Bardon, Papan. Parlons Maman? Henri Parlons Bardouin, Maman. on dit. Parlons Henri Maman. Bardouin. M'a demandé de remplacer la meilleure d'entre vous, hein. On peut le dire, Camille. Camille. On a accepté ce fait il y a longtemps. Je suis assez d'accord, moi. Ouais. Et pour remplir ce rôle à fond, eh bien, j'ai préparé une chronique D'histoire. historique, d'histoire. Ah, ça rimait, Historique, oui. d'histoire, oui, Pardon. oui, bien sûr. Historienne. Eh bien oui, parce que Camille, c'est l'histoire. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas, vraiment, je prends ce rôle à cœur. Donc si vous avez des questions une date, vous avez une question sur une date ou Moi, j'aimerais bien sur, une date. sur un événement, 1798. Voilà, Merci. voilà, Très c'est une bien. date. N'hésitez pas à Voilà. poser vos questions Si vous voulez un à Camille. événement, La découverte un de événement. l'Amérique. non, il faut me dire, j'aimerais bien J'aimerais bien avoir un événement. la guerre de 100 ans. Voilà. Très bien. Bon, voilà. Ah, N'hésitez bah, pas à n'importe quel moment. c'est Vous pouvez bluffant, m'interrompre. Mais non, mais voilà, C'est j'ai dommage. bossé, je Est-ce que- remplace. Est-ce que à tu peux fond. dire concoyote juste pour. Concoyote, très bien. Cancoyote, Très bien. c'est dur à dire. Concoyote. Bon, C'est bon, comme un chatbot, mais en vrai, en fait. Mais- C'est bien foutu. Une belle c'est petite pas mal, chatbot. hein, c'est pas mal, c'est bien foutu. Bon,
j'ai préparé quand même un sujet plus précis. Et mon choix s'est porté sur quelque chose de plus joyeux que la prise de la Bastille qui a déjà été traitée, moins dramatique que la Franche-Comté qui a mal été traitée mais traitée quand même, et donc un sujet qui sera bientôt classé génocide numéro 1 sur Topito, donc vraiment c'est un sujet trend tendance. Vous l'avez deviné, je vais vous parler de la découverte des Amériques et de la disparition des Indiens. Voilà un sujet bien intéressant, bien précis que je vais essayer de développer un petit peu. Donc c'est pour ça que je voudrais vous remercier dès maintenant de m'avoir laissé un créneau de 10 heures. Hein, c'est sympa. C'était un plaisir. Je vais essayer évidemment de ramasser un peu l'information et de tenir sur 9h, 9h30. Mais c'est la raison pour laquelle on enregistre à 5h du matin d'ailleurs, c'est parce qu'on a vraiment tout le temps du monde devant nous. Ah oui, Après qu'une intro aussi rapide que celle-là, non, tu devrais. Alors non, là on est encore vraiment dans le tout début de l'intro, parce qu'il y a vraiment, voilà, c'est quelque chose de très nourri, de très très large. Donc l'Amérique, on l'a entendu, hein, j'aimerais la voir et je l'aurais. Enfin, c'est ce que chantait donc Christophe Colomb lors d'un séjour touristique dans le Pendjab. Enfin, d'après ce que j'ai lu, hein, d'après mes lectures, parce qu'il faut rappeler que ce type était quand même une grosse burne en géographie, et que donc, le temps de monter ces 3 caravelles en kit, il a débarqué en 1492 à peu près, hein, je le rappelle pour les plus vieux d'entre nous, brouettes. Qui s'en souviennent encore, et des brouettes sur le continent américain. Et que n'a-t-on pas dit alors, hein, soi-disant que des Européens surarmés seraient arrivés parmi les peuplades primitives pour les soumettre de force, en même temps qu'ils défricher un territoire qui serait complètement vierge de toute civilisation, en tout cas de civilisation. Ça c'est ce qu'on a en tête. Fake news. Donc on dirait fake news quand même. Mon cul comme disent. C'est fake news. Oui, c'est complètement bidon. En fait, ça va être tout l'objet de cette chronique, d'essayer de remettre quelques éléments de vérité et de relativiser un petit peu ces clichés qu'on a en tête, qui sont pas forcément des clichés négatifs à l'encontre des Indiens d'ailleurs, qui peuvent être parfois, mais voilà, on va essayer de revoir un peu ça. En fait, il est très difficile de savoir à quoi ressemblait vraiment l'Amérique avant les Européens, et on ne pourra ici que supputer. Je supputerai un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Vous verrez, je vais faire que supputer. Voilà. Vous le savez, on peut le déplorer, mais contrairement à l'arabe, les langues et dialectes amérindiens ne sont pas obligatoires à l'école. Ouais. Oui, ça vous le savez. Pour l'instant. On suppute beaucoup quand même. On suppute, mais on peut supputer ça. Et dans ce cas-là, c'est un peu difficile aujourd'hui de comprendre un petit peu les langues incas, les héritages mayas et ce que nous ont laissé les Aztèques. Et c'est pas en cramant des vestiges, un peu comme l'ont fait les Européens, et en désinguant un petit peu les autochtones qu'on va mieux comprendre, qu'on va aider les historiens aujourd'hui à comprendre ce qui s'est passé. Aussi cette chronique. Le quinoa. Voilà. Oui, le quinoa. Alors il nous reste le quinoa. Bon, c'est bon. Qui veut dire merci beaucoup, hein, je crois. Quinoa, ça veut dire merci beaucoup pour les céréales. En maya, mais en aztèque, c'est une insulte. Ouais. Donc, à utiliser avec parcimonie. Ouais. Donc, cette chronique. Et en Chine, c'est raciste. Ah oui. En Chine, c'est raciste, quinoa? Pas du tout. J'espère pas. On a un chinois dans ça? On a pas de chinois. Bon, y a pas. Alors, vous l'aurez compris, cette chronique commence seulement, c'était l'introduction, et elle s'évertuera à relativiser et mettre en perspective quelques clichés que nous avons sur les Amériques. À mon taf, on m'appelle l'Indien, toujours bourré dans la réserve. Ça, c'est qui? Jules, on m'appelle l'Indien. C'est le club des losers. C'est le club des losers. Mais avant d'en arriver là, avant qu'on mette tous les Indiens dans une réserve, les Indiens, contre toute attente, étaient nombreux. Alors, on va parler de la population, et tout de gauche, je vous pose la question polémique. Europe versus Amérique, où on à avait l'époque, c'est ça. en 1492, où on avait la plus grande population. Je dirais que vu que le territoire était plus grand aux Amériques, on aurait plus de monde là-bas. Ah, je suis pas convaincu. Parce que la densité de population était peut-être beaucoup plus élevée en Europe. Et peut-être que c'est intéressant. On parle de densité ou de nombre de. Non, on parle de la population totale. Moi, je dirais en Europe, parce que le concept de ville, d'après ce qu'on sait de ce qui a été découvert des Amériques, il n'y avait pas vraiment de ville. C'était des itinérants énormément, et donc moins de densité, moins de concentration, et donc moins de population. Exactement. C'est quoi la réponse? Mais non, mais là, c'est pas la bonne réponse. C'est-à-dire que c'est ça qu'on a en tête. Non, mais c'est intéressant de le formuler comme ça, parce que c'est ça qu'on a en tête. On se dit, oui, il y avait de l'étalement urbain, c'était pas optimisé. En fait, il y avait des grandes mégalopoles. On est en train de le découvrir depuis 30 ans. Les dernières découvertes archéologiques font état de grandes mégalopoles et d'une population très importante. Donc, il faut savoir que en fourchette haute, on estime qu'il y avait 110 millions d'habitants sur le continent américain. Ce qui est moult. C'est à l'époque. C'est haut. Hein. C'est haut. C'est une des fourchettes les plus hautes. Ça varie quand même entre 60. Les estimations, il y a une grosse marge d'erreur. Il y a beaucoup de chiffres. C'est des chiffres très variables avec 20% de marge d'erreur, mais c'est entre 60
et 110 millions à peu près. Ce qui fait à peu près 20%. Voilà. En Europe, à la même époque, on considère qu'il y avait 50 millions d'Européens. Oh le con. Attends, mais l'Europe, elle est jusqu'où? Ouais, c'est l'Europe continentale. Écoutez, c'était une Europe. Prenez votre maître et vous allez voir où va l'Europe. Voilà, c'était le continent européen, ce qu'on considérait comme le continent européen. 4 pays, quoi. 4-5 pays, bon. Mais ce qui est intéressant, c'est au niveau de l'Amérique, se dire que on est loin de la terre dépeuplée, de la terre complètement abandonnée, sur laquelle il y aurait en effet que des peuples nomades. Il y avait des grandes cités, il y avait des grandes... voilà. Et ce qui est intéressant également, c'est de parler de cette rencontre entre ces deux peuples et de voir un petit peu le physique. C'est toujours intéressant de juger le physique des gens. Comment ils étaient décrits par les Européens. Juste pour clarifier, quand on parle de l'Amérique, est-ce qu'on parle de l'Amérique du Nord? Parce que j'ai des facilités à imaginer les mégalopoles d'Amérique du Sud avec les Incas, les Mayas, etc. Beaucoup plus de mal à imaginer avec l'Amérique du Nord pour le coup. Et pourtant, c'est vrai qu'en effet, les mégalopoles étaient plutôt en Amérique du Sud, mais il y avait quand même un système de village, je le détaillerai légèrement. Évidemment, j'ai pas le temps de détailler puisque sinon il m'aurait fallu 20 heures et pas 10 heures. Ouais. Mais en effet, on avait plutôt les grosses cités en Amérique du Sud, mais il y avait tout un système de réseau de villages en Amérique du Nord. Donc il y avait quand même une densité de population. J'y reviens. Vous m'avez convaincu. Après, mais en effet, la représentation dépasse ce qu'on a en tête. Parce que tu dis les Amériques, c'est Amérique du Nord, Amérique du Sud. Oui, voilà. L'Amérique, c'est le continent américain dans son entièreté. Maintenant. Ouais, c'est ça. C'est ça. Alors en termes de physique, de typologie de gens, ce qui est intéressant de noter, c'est la différence physique entre les deux populations. Herman et Juan s'en souviennent, mais c'est vrai que quand les Européens ont débarqué aux Amériques, ils ont été vachement surpris. On a vu des mecs en slip. Les gonzes qu'ils ont vus. Des mecs en slip. Alors on a vu des mecs en slip. On a vu des mecs en slip, mais nous, voilà, sur le continent européen, en 1492 et durant les années qui ont suivi, il y avait pas mal de guerres entre les États européens. Et puis on crève un peu la dalle aussi, il y avait quelques famines. Donc faut bien imaginer que l'Européen à cette époque, il est frêle, estropié, pas bien bavard, et voilà, il est un peu rabougri. C'est un gars petit. Donc c'est pas le gars triomphant qui arrive dans un pays. Surtout qu'on envoie aux Amériques des mecs, tu vois, qui ont un peu fait, un peu des mercenaires, chevronnés, quoi. Ouais. Donc ils sont petits hauts les gars, quoi. Tu vois. À l'inverse, aux Amériques, on a du maïs. Et des techniques agricoles assez futées, agiles, tu vois, presque disruptives, hein. Tu vois, un truc comme ça. Il l'a fait. Et ouais, je l'ai fait. Mais non, mais c'est vrai, il y avait une technique, par exemple, pour faire pousser le maïs, où ils foutaient un poisson pourri. En fait, c'est une sorte de fertilisant qu'ils utilisaient, un truc qui a été copié par les Européens quand ils ont débarqué sur les côtes. Voilà, quelques techniques agricoles bien futées. Et le maïs, c'est très complet, plus que le blé, qui lui est rémunérateur. Alors que l'oseille, elle, est rémunératrice. Bon, oui, j'arrête là. Mais bref, par rapport aux Européens, les Indiens sont grands, beaux et livrés avec tous leurs organes vitaux, alors que voilà, l'Européen, il est rabougri, petit. Et je vous invite à ce propos à aller voir les gravures du XVIe siècle, qui représentent les rencontres européens-indiens, donc gravures européennes. Mais on voit des Indiens géants, représentés presque massifs, presque comme des dieux. Alors vous allez me dire des dieux, ok, mais des dieux un peu fragiles, des dieux de pacotille. Il suffit de leur tirer parce dessus et bim. Bah voilà, facilement dominés grâce à la supériorité technologique des Européens, faut le dire. Voilà. Ça et la grippe. Alors voilà, imaginez l'Européen avec un gun, alors que l'Indien, ce con là, il utilise encore un bout de bois, des flèches, une flûte. C'est pas si simple que ça. Il n'y avait pas qu'une flûte. Quand on y regarde de près, quand on regarde les vidéos, quelques témoignages sur l'INA, on s'aperçoit que il faut relativiser un petit peu cette supériorité technologique. En fait, dans un récit de l'époque, donc c'est plus écrit en vrai. Il y avait pas trop de vidéos. Les colons narrent un concours de tir avec les autochtones. Un concours, donc c'était plutôt amical, Oui, alors j'ai pas le temps de le détailler, mais en fait, pendant au moins 100 à 150 ans, c'est plutôt les Européens sont sur la côte, passent beaucoup d'alliances avec les Indiens installés, et en fait, ils n'accèdent pas à l'intérieur des terres. Ils sont vraiment, donc il y a une bonne entente. Franchement, les premières années, cohabitation, il y a une accord commercial en fait. Ouais, c'est ça. Il y avait des points de beaucoup d'échanges commerciaux dans les premières années, parce qu'on n'envoyait pas des bateaux. Mais parfois, faut s'amuser, donc un petit concours de tir, ça peut aussi détendre l'atmosphère quand les sympa. Alors voilà, les Européens, les colons, ils se font chier un peu dans le village, ils vont chercher quelques Indiens et puis ils disent bon, allez,
on fait un petit concours de tir. Nous, on prend nos guns. Vous prenez vos flèches et puis ils prennent une cible en paille. Donc ça, c'est raconté dans un récit de l'époque. Alors ils prennent une cible en paille et puis les Indiens tirent en prumps, paf, dans le mille. Tu vois, les mecs vraiment super bons, hyper précis. Vraiment, à chaque fois, ils font des bons tirs. Bon, vient le tour des Européens. Et là, c'est la honte. Là, c'est la honte, parce que les pétoires là qui leur tiennent lieu de pistolet, ils ont une portée très limitée. Et en plus, faut rajouter à ça que ils visaient pas la cible, mais les autochtones. Non, mais c'est vraiment pourri. Ça dérape. C'est des guns qui, ça fait c'est le mousquet qui tire à 2 mètres. Voilà, exactement. Ça tire à 2 mètres. Ça tire pas très bien. Et en plus, les mecs qui tirent. C'est pas des soldats très expérimentés, quoi. On ne voit pas une armée de métier ni rien. Donc c'est des gars qui les gagnent, donc ils visent mal et tout. Bon bref, c'est un peu la honte. Et les Indiens sont beaucoup plus précis. Donc du coup, pour sauver la face, parce que c'est raconté, tu vois, c'est quand même le mec, l'Européen, il dit bon quand même, on s'est un peu foutu de leur gueule. Pour sauver la face, qu'est-ce qu'ils font ? Ils changent, ils enlèvent la cible en paille et puis ils prennent un truc en ferraille. Et là ils tirent. Évidemment, la flèche, voilà, elle se brise, tandis que le plomb est hyper fort. Alors là, voilà. Dans ta gueule, l'Indien, c'est qu'il est plus fort. Évidemment, c'est les Européens, hein. Mais en vrai, il y a fort à parier que les Indiens étaient beaucoup plus agiles, pouvaient tirer beaucoup plus habiles en fait, plus habiles. Ouais. Surtout quoi, comme tu disais, comme on disait juste avant, c'est que c'était vraiment des échanges commerciaux, des caravanes. On va dire maritimes, et que effectivement, vu qu'en plus les voyages étaient super dangereux, ils envoyaient pas la crème de la crème, parce que tu fais un voyage, tu perds 30% de ton équipage. C'était la punition d'aller aux Amériques. Oui, et puis en plus 30% de ton oui, t'as raison. 30% de ton équipage est un peu. Donc t'envoies pas le plus fort soldat de la terre, parce que contre le scorbut, il va pas lutter des. Mais Rod a raison, c'est un peu la punition. T'avais beaucoup d'anciens prisonniers, prisonniers, de gars qui étaient un peu amochés par la vie. Et il me semble qu'il y a eu des déportations de femmes, pas tout à fait. Des femmes hommes. Non, mais de femmes, mais qui étaient pas tout à fait, consenties. D'accord. Ah oui, d'accord. Ouais. Okay. Donc, pour le ludisme masculin. Voilà. Donc l'Europe a encore brillé par son partage par sa classe, par l'élégance, c'est tout. C'est ça la France. Bref, c'est pas la supériorité technologique des colons qui a disséminé les Indiens, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Il y a un autre mythe aussi qui perdure un petit peu, c'est les Européens avaient des chevaux. On dit, ils sont arrivés avec des chevaux. Ils sont arrivés avec des chevaux, ils avaient des canassons, les mecs étaient hyper forts, ils ont pu rentrer très vite à l'intérieur des terres. Avantage pour les Européens. C'est faux. Sauf que là encore, les récentes découvertes tendent à montrer que les choses n'étaient pas si simples. Parce que si en effet, les colons pouvaient chevaucher sur des belles pouliches, les Amérindiens, ils avaient quoi, eux ? Ils avaient quoi ? Des lamas. Des dragons. Des lamas. Les lamas, évidemment. Non, et quand tu as des lamas, tu fais pas tout à fait les mêmes routes. Tu fais des ponchos. Parce que alors tu peux faire des ponchos, mais tu peux faire des routes différentes. Ah oui, pardon. Tu peux faire de la côte. Ah oui, un cheval ça galope, mais un lama ça crapahute. Ça arrive à. Alors ce qu'on a retrouvé, c'est un peu les routes, ça crapahute clairement. C'est un peu comme un chamois, machin. Donc les Incas, ils se faisaient pas chier, tu vois. Et ils voulaient monter en haut d'une montagne. Ils traversaient facilement, Et ils partaient du bas, ils montaient en haut. Ouais. Et en fait, les routes Incas, et il y avait des réseaux routiers Incas extrêmement importants. C'était très bien maillé le territoire. Et c'était des trucs. Ah oui, Inca, Maya, Inca, Maya. Et donc c'était tracé comme ça de haut en bas de la montagne. Mais sauf que tu arrives avec des canassons, tu montes des escaliers, tu portes des trucs et tout, t'es un peu emmerdé. Et en plus, là, ces petits coquins d'Inca. C'est dur à dire ça, petit coquin d'un cas. Il balançait des énormes pierres roulantes. Les sabots. Les galopins, c'est des galopins. Quand tu fais de l'escalade. Oui, voilà, cailloux. Ou comme dans un jeu infogramme sur Super NES, tu vois, t'as des cailloux qui tombent comme ça. Peut-être que pour eux c'est super amical, c'est comme lancer des fleurs. Je crois pas, je crois qu'ils étaient déjà en période un peu défensive. Là, je te parle, voilà, on est déjà un peu soupolé. On est peut-être 200 ans plus tard, 2 ans, 300 ans plus tard, et on est déjà un peu en conquête. Le somme est présent. Le somme existait déjà à l'époque. D'accord. Vous l'avez compris avec ces exemples parlants, l'Amérique était peuplée de gens pas totalement arriérés, et la conquête de l'Amérique ne s'est pas faite si facilement. Il a fallu ces avantages technologiques qu'on a en tête. On se dit tiens, ils sont arrivés avec des guns et des chevaux. Eh bien en fait c'était pas si évident. Il y a vraiment beaucoup de récits qui racontent les difficultés des Européens et la galère qu'ils ont eue pour le coup, l'avantage technologique était présent dans le sens technologie pure.
Elle était plus avancée, mais juste pas adaptée à. Mais c'était pas un avantage finalement. C'est que voilà, en fait, ça nous a handicapés. Elle ne servait à rien. Et clairement, la chute l'intelligence des Européens, ça a été de surfer sur des alliances. Non, mais des alliances, des empires qui coulaient un petit peu, des empires mayas. Tout ça. C'est plutôt politique alors, enfin, c'est-à-dire que c'est politiquement qu'ils ont plutôt vaincu. Vraiment comme des sagouins, quoi. Alors, évidemment, plus le facteur maladie. Il me semble qu'il y a eu en plus vraiment des grosses histoires de trafic d'armes et il y avait plusieurs nations européennes ou non, mais qui étaient présentes là-bas pour faire du commerce. Et il y en a qui se sont dit, tiens, on a des armes à vendre, est-ce que tu veux? Et à la base, il y a des mecs qui ont dit, non, pas trop, nous on est plutôt gentils. Sauf qu'il y a genre une autre tribu amérindienne qui a accepté, et d'ailleurs, je sais pas pourquoi on appelle ça. Oui, je pense que ça a vicié le commerce qui était déjà existant. Exactement. C'est typiquement, tu ramènes de la drogue et des armes à un endroit, et il y en a un qui dit non. Et, tu ramènes de l'alcool, tu ramènes des choses qui existaient déjà à l'époque. Surtout que, en fait, il y a des peuples qui sont enrichis. Et ils ont déséquilibré les rapports de force sur place. Exactement. Donc si toi, tu veux continuer d'être gentil sans le Game of Thrones de la civilisation. Et en fait, ça a tout pourri parce que tu files des armes à une population qui en avait pas à la base et qui se battait contre une autre population qui en avait pas non plus. Ça déséquilibre le rapport de force et ça nique tout le bordel. Donc, diviser pour mieux régner. On a encore brillé, bravo. Oui. Et c'était des peuples en plus très très commerçants et pendant, je vous dis, des années, les colons sont restés sur les Gérards aussi, ils sont restés complètement sur le long de la côte et n'ont fait que du commerce. Et en fait, il y avait tout un réseau tissé en arrière, de commerce où les peuples amérindiens cohabitaient ou commerçaient avec les colons ensemble. Mais c'était vraiment avec un réseau de messagers, tout ça. Donc en fait, quand on a colporté les maladies, eh bien en fait, tout cet arrière-pays a été contaminé, mais sans être... La représentation qu'on a là aussi, c'est de se dire que les Européens ont été en contact avec les populations et que donc c'est comme ça. Oui, on leur donnait des couvertures antifus. Il y a certainement tout un tas de villages dans lesquels ils ont chopé les maladies et les populations ont été décimées sans même avoir croisé un Européen ou savoir que les Européens avaient débarqué sur la côte. Ça s'est propagé par les la faune, la flore. Et oui. Et donc, une fois que les Européens ont décidé 200 ans plus tard, parce qu'ils sont vraiment restés sur les côtes, ils sont rentrés et là, ça a été des histoires assez glaçantes puisque glaçantes. Non, pour l'époque, ils se sont dit il y a personne. Il y a personne sur ces terres. Ils ont découvert des villages. Et là où c'est intéressant, c'est qu'on a retrouvé un récit d'un type qui, au XVe siècle, va à l'intérieur des terres et puis traverse. Et là, il décrit des villages, des jardins, des vergers. Il parle de petits forts construits à fréquence régulière. Bref, les structures. Il raconte quelque chose où tous les kilomètres, il croise des habitations, ce genre de choses. Des petits ponts, des machins, enfin tout a l'air construit. Sauf que 200 ans plus tard, il y a un mec qui refait le même trajet, il dit attends, moi aussi je vais aller voir ça. Et il passe et là il dit non, il y a un village, il y a 3-4 villages, mais les mecs crèvent la dalle. Ils sont où les champs qui m'avaient donné tout. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que certainement les maladies se sont colportées. Les mecs sont morts, les villages ont coulé, et puis toutes les constructions étant en bois et tout, finalement, en 200-300 ans, ça disparaît. Donc maintenant, on retrouve un peu des traces de ponts, de routes, mais voilà, tout ça a complètement disparu, puisque ce qui était vraiment très utilisé, c'est le bois. Oui, puis le territoire était assez vaste et que ça avait le temps de disparaître. Voilà, il n'y avait pas de construction en pierre qui aurait pu, sauf les grandes cités mayas, mais sinon, dans tout le nord de l'Amérique, c'était plutôt de genre de construction. On est sur une épidémie à l'échelle de la peste qu'on aurait pu avoir en Europe, sauf qu'elle n'est pas documentée finalement. Oui, et c'est exactement ça. C'est exactement ça. Avec des maladies évidemment pour lesquelles les Indiens ont un système immunitaire pas plus défaillant ou plus faible, mais différent. En fait, pas adapté. Ils ne résistaient pas aux mêmes maladies. C'est comme quand un Européen va en Amérique du Sud et qu'il chope une touriste avec un verre d'eau. Quand tu vois le nombre de vaccins qu'on a à se faire quand on part dans déjà, et puis zone, juste genre avec un verre d'eau, t'es vissé sur les cheveux pendant 6 jours. C'est juste qu'on n'est pas adapté, quoi. T'es pas faible, t'es juste pas fait pour ça. Donc les terres inhabitées, du coup, c'est un peu un mythe. Et il y a un autre mythe, et je finirai là-dessus. C'est l'Amazone. L'Amazone qui est vue comme une terre vierge. Si vous regardez Aguirre, la colère de Dieu, c'est intéressant parce que c'est vraiment un conquistador qui arrive dans une terre vierge. Et ça a certainement été traversé comme ça, comme découvert par les Européens, comme une terre vierge. Mais là encore, les maladies ont été colportées certainement bien avant. Et en fait, on s'aperçoit que c'était pas si vierge que ça. Et il y a de plus en plus de théories qui
prouve que la biodiversité qu'on trouve dans l'Amazon, on s'extasie aujourd'hui en disant c'est incroyable la biodiversité, mais en fait c'est des restes d'agriculture de peuples qui vivaient dans l'Amazon et qui en fait si on trouve tant de diversité c'est parce qu'on les a plantés, c'est parce qu'auparavant il y a longtemps, donc la nature a repris ses droits et maintenant on voit ça comme une terre vierge, mais en fait ça nous questionne même nous maintenant avec toujours une vision finalement européenne de protection de la nature. Alors ça veut pas dire qu'il faut construire des mines d'or ou quoi que ce soit dans ces zones. C'est pas possible. C'est pas possible. Construire de l'or directement, construire on peut le trouver comme ça. Mais ça veut dire que ça interroge sur la biodiversité et le fait que tout serait sur ces espèces naturelles complètement vierges. En fait, c'est pas complètement vierge l'Amazon. Ça a été travaillé. En plus, c'était complètement con de penser que c'était complètement vierge parce que c'était l'endroit, un truc qui avait le plus de richesse, quoi. T'as un fleuve qui est monstrueux, t'as une végétation autour, mais bien sûr que les populations se seraient installées là en premier. Ouais, c'est le truc le plus logique de la Terre. Il y a des grosses araignées quand même. Ouais, ça pique. Oui, mais dans Harry Potter aussi, pourtant ils ont mis l'école juste à côté. Bon, la question n'est pas là. La question n'est pas là, mais c'est vrai que bon, c'est pas très futé quand même de construire une école près des araignées. Bon, voilà, j'en ai fini. Si le sujet vous intéresse, là, évidemment, j'ai pas eu le temps de développer énormément et de rentrer dans la technique des choses, mais je vous recommande le bouquin de Charles Seaman, 1491, parce que 1791, il y avait déjà plus. 1491. On sent que c'est pas Camille. Là, bah oui, non, mais je me suis trompé. Bah oui, mais toutes ces dates là, ça m'a mais c'est toutes ces dates, bien. 1491, donc un an avant la découverte des Amériques, et il s'applique donc à essayer de démystifier un petit peu tous ces clichés qu'on a sur l'Amérique. Merci beaucoup. Merci Arthur pour ce formidable. Merci à vous. C'était sérieux, plombant et sérieux. Non, mais c'est très bien. Mais j'ai beaucoup aimé parce qu'on débunk encore une fois des images qu'on a de c'était des sauvages. Non, c'était juste des gens qu'on est venus faire chier en fait. Et je tiens juste à remettre l'attention de nos auditeurs s'ils veulent réécouter ce sujet sur la blague sur les colons et un certain prénom qui a été prononcé. Oui. Le silence qui suivait n'était pas un bide, mais bien moi qui pleurais sous la table. Moi je vomissais. Et toi, Ilias, tu faisais quoi? Ouais, je m'amusais à regarder Juan. Ouais, voilà. Donc c'était vraiment très réussi cette part. C'est la meilleure partie de cette chronique. Oui, c'est celle que j'ai travaillée. On était sur plusieurs succès. Et pas dans le bouquin, c'est pas dans le bouquin ça. Alors si, mais c'est plus vers la fin. Pas de spoiler. Mais ouais, on vous encourage à creuser le sujet. Puis comme d'habitude, si vous avez des idées à ajouter ou si vous voulez qu'on creuse plus en détail le sujet, parce que petite anecdote, si vous voulez, je vous livre ça. Une des discussions préalables à la création de ce podcast qu'on a eu avec Camille, c'était justement sur la découverte des Amériques. On était dans un bar, on a parlé pendant 2 heures de la découverte des Amériques. Mais t'étais au courant, toi, sous les conseils de Arthur Herman. Oui. Mais voilà. Mais non, mais bêtement, c'est comme ça que je sais que s'il y avait plein d'échanges commerciaux et tout, parce que je suis pas un calé de ouf en histoire, enfin pas à la base en tout cas. Et donc voilà, petite anecdote. C'est vrai qu'on on a dit qu'on avait inventé Pardon Maman, donc ça c'est c'est pas. Quand on donne le sujet, c'est normal que t'es en train de casser la cohérence de l'univers. Pardon. Maman. Oh. Très bien. Sur ce, ne passerait-on pas à un sujet, je vais dire, plus léger, je ne sais pas, mais... si, certainement. Non, on a dit qu'on le faisait pas, qu'il y avait prescription. Ce que je demande, c'est la justice. L'heure de la justice a sonné. On peut prendre combien de retard à 3 semaines près? Rien, Otis. On a 3 mois, pas un jour de plus. Et après 19 ans, il y a prescription. Faudrait peut-être passer à autre chose, non? Eh bien, justement, je vais vous parler de prescription. C'est mon tout premier sujet juridique. Ah, c'est bien fait, hein. C'est bien fait de quoi? Justement, tu vas nous parler de prescription, alors que le jingle parle de prescription, j'ai dit prescription juste avant, c'est quand même... C'est pas mal. C'est assez habile en tout cas. Comme un alignement des astres. Voilà. C'est pas mal foutu. Vous connaissez, non? Oui, on s'est déjà vu. Qu'est-ce que vous faites chez moi? C'est pas désagréable, mais non. Alors, allons-y. Donc justice. C'est un sujet que je connais très mal à la base, mais sur lequel je me pose beaucoup de questions. Je pense qu'un de ces jours, comme pour les sujets sur la politique, je ferai un sujet plus large sur la justice pour parler des différents, différents acteurs de la justice. Mais vous verrez. On a fait un gros sujet de 5 ans sur le droit. C'était chiant. Ouais, et puis ça mène à rien, quoi. C'est une occupation pécuniaire, mais viens, on le fait app. Non mais ça viendra, vous verrez, c'est cool. Et là, en fait, bêtement, sur prescription, je me suis posé une question très très bête. C'était pourquoi une personne qui, comme j'ai dit tout à l'heure, qui a fait un crime qu'elle va avouer 30-40 ans après, même si on a des preuves, pourquoi la justice peut prendre en compte officiellement le fait qu'on ne la poursuive pas et elle n'ait pas de soucis par la suite. Et bêtement, j'imaginais qu'il y avait certainement une raison, mais je voulais comprendre pourquoi. Pour ça, on va commencer bêtement par la justice. Pour vous, ça sert à quoi? C'est quoi le but de la justice? À peser des trucs. Moi, je dirais que... C'est un début. C'est pas mal.
La loi ne. Débrouille-toi avec ça. Moi, je dirais que un truc très personnel. Ah, très personnel. Non, vous n'êtes pas obligé de faire une définition du Larousse, mais une définition d'une chanteuse peut-être on peut faire. Moi je dirais que la loi ne fait plus les hommes, mais que quelques hommes font la loi. Ouais. Alors moi je dirais que la justice sert à faire en sorte qu'une personne qui serait plus faible, par exemple, pendant le point physique, puisse être à égalité avec une personne. Alors, tu parles forte, du coup sous un chapeautage d'une autorité supérieure, que tout le monde puisse être représenté. C'est le rétablissement d'un ordre moral. Alors, il n'y a pas seulement le rétablissement, mais alors ça c'est du pur personnel, donc si vous avez des définitions plus justes, oui, je vous invite j'en ai 4 à les mettre. Non. Mais si on doit résumer d'une certaine façon, ça va être assurer la stabilité de la société. Et c'est important parce que... ça c'est résumé, ça. Si c'était aussi simple que ça, bon. Non, mais ce qui va être important, c'est déjà la notion de stabilité et aussi la notion de société, et qu'on va le voir, qui est mouvante, qui est changeante. Donc déjà, il y a des lois qui vont définir notamment ce qu'on a le droit et le devoir de faire. Qui a le droit Qui a le droit Tu vas arrêter de faire ça. Laissez-moi faire mon sujet, monsieur, ça suffit. Et donc, si on ne respecte pas les lois, il y a sanction. Sauf que, il peut y avoir amende, travaux d'intérêt général d'ailleurs, prison, parfois plus. Mais donc les lois dépendent des pays et personnellement je vais plus particulièrement parler de la France parce que encore une fois les sociétés sont différentes suivant les pays et donc la justice également. Un autre truc que vous avez soulevé qui est très important, c'est que chacun est censé être traité de manière égale par la loi. Ça veut pas dire qu'il faut défendre les faibles, les forts, ceci, cela. C'est que tout le monde est censé avoir les mêmes droits et pouvoir se défendre, pouvoir se plaindre quand il lui arrivait des merdes. D'ailleurs, l'égalité, le principe d'égalité, c'est pas l'égalité à la naissance, c'est l'égalité devant la loi. Et absolument. Voilà. Et c'est même l'équité, bim, boum. C'est que tout le monde n'est pas censé avoir la même chose, mais tout le monde est censé pouvoir accéder aux mêmes choses. Donc il y a certains cas où une personne qui a commis un acte qui est puni par la loi peut s'en sortir sans sanction, autrement qu'en travaillant dans la politique, bien sûr. Et un de ces cas-là, c'est la prescription, et c'est de ça que je vais parler. Certaines questions qu'on peut se poser, c'est par exemple, pourquoi les délits et crimes ont une date de péremption ? Alors moi j'avais des théories. Les yaourts en ont bien, donc. Déjà. C'est vrai. Non, on en avait parlé déjà, mais c'était par rapport pour moi, une personne qui aurait commis, par exemple, admettons un délit, parce qu'un crime c'est un peu plus compliqué, mais bon, on va dire un gros délit, un petit crime, qui aurait une vie à ce moment-là, avec potentiellement des personnes qui sont au courant, etc. Mais si jamais ce dossier est déterré 20 ans plus tard, cette personne a reconstruit sa vie, a potentiellement impliqué dans sa vie personnelle des personnes qui n'ont rien à voir là-dedans, et dans le but de protéger ces personnes qui n'ont rien à voir dans ce potentiel délit de 20 ans avant. Pour moi, la prescription peut jouer un rôle là-dedans. Voilà, un témoin généreux avec les Balkany. Il n'y a pas encore prescription, d'ailleurs. Moi, je pense que c'est à cause du blocage des services judiciaires. Ça coûterait trop cher. À un moment, il faut quand même qu'on évacue. J'ai exactement dire, c'est économique, la raison. La loi ne va pas... Si la loi est défaillante... c'est pas Alors c'est pas économique, mais il y a une notion de désengorgement et je vais vous en parler plus en détail. Il y a une notion que je voulais soulever également, c'est que comme je disais, je parlerai une autre fois, certainement d'ici la fin de la saison, mais de manière plus générale de la justice française, parce que pareil, je me pose beaucoup de questions. C'est qui ce fameux législateur dont tout le monde parle ? C'est quoi le pénal ? C'est quoi le civil ? C'est lui là. Non, mais ça viendra. Mais il y a un truc intéressant, c'est que le législateur est différent. On parlait de la société, et ce qui est super important, c'est que il y a une influence qui va dans les deux sens entre la société et la loi. C'est-à-dire que les lois influencent la société, et c'est de fait le but des lois, c'est que on va vous encourager entre guillemets à faire ce qu'on considère comme bon, ce qui a été considéré comme bon, mais ce qui a été considéré comme bon par la société. Donc c'est la société qui qui influence les lois également. Souvent à ne pas faire d'ailleurs, parce que beaucoup. Ouais. Donc ce qui est considéré comme bon ou non évolue avec le temps, et c'est là aussi important. Quelque chose qui était puni, voire très lourdement puni il y a quelques dizaines d'années, ne l'est plus aujourd'hui, voire est défendu. On va pouvoir parler de l'homosexualité, de plein de choses, des femmes qui pouvaient pas voter, avoir un compte en banque, qui pouvaient pas se travestir, donc porter des pantalons. L'adultère, la justice n'a plus rien à faire dans une affaire d'adultère aujourd'hui, alors qu'à une époque c'était vraiment un sujet de... Et c'est important parce qu'avant ça pouvait être un délit majeur, et aujourd'hui c'est au contraire genre putain, on a compris qu'on avait fait de la merde à l'époque, la société a évolué et donc les lois ont évolué. Donc moi, je vais vous parler principalement du droit français, on parlera un tout petit peu de droit international par la suite, et aussi du droit pénal. Droit pénal, c'est quoi ? Donc c'est déjà pas ce qui est civil, donc pas de commercial, pas de ceci, pas de cela. Droit pénal, ça va être les contraventions, les délits, les crimes, en gros les trucs... C'est pas administratif en plus, c'est pas du droit administratif. Voilà, j'y connais pas plus. Un des plus intéressants, le droit pénal. Après le droit administratif. Pardon.
Du coup, passons à la prescription plus particulièrement. En droit, on va différencier 2 types de prescription. Il y a ce qu'on appelle la prescription. Là, ça appartient un peu dans le technique. Il y a la prescription acquisitive, donc en fait, c'est le fait de gagner un droit, et la prescription extinctive, donc c'est le fait de perdre un droit. Donc, dans notre cas, à votre avis, est-ce qu'il s'agit de prescription acquisitive ou extinctive? Donc, autrement dit, est-ce que l'auteur d'une infraction gagne une immunité ou est-ce qu'il se passe autre chose? Bah, typiquement, si on est assigné à résidence, c'est extinctif. On perd le droit de sortir de chez soi. Ouais, enfin, si t'es assigné à résidence, c'est que t'as déjà été condamné. Alors, pour rappel, ça, je l'ai, certes. Ça, je l'ai pas dit, mais en fait, la prescription, c'est une durée de prescription. Et à la fin de cette durée de prescription, il y a une acquisition. Bah, ça dépend du type de délit et de crime que t'as commis, parce qu'en fait, c'est. Bah, en fait, c'est soupçonné d'être commis. Ou... Bah, côté pénal, c'est plutôt extinctif, parce que donc il y a 2 types de prescriptions extinctives qui vont concerner les le recours. J'appelle ça les malfaiteurs, mais je sais pas quel est le terme. Les malfrats. Voilà, les voyous. Appelons ça les coquins. Les voyous. Soupçonné d'être commis, j'avais une blague par rapport au commis de cuisine, mais du coup, trop tard. Bon, on peut la refaire. Non. Allez, vas-y. Apparemment non. Apparemment la direction dit non. Donc on disait prescription extinctive, mais surtout il y en a 2 dans le droit pénal. Il y a la prescription d'action publique. Donc après un certain délai, il n'est plus possible d'intenter une action en justice. Donc là, en fait, on voit justement que c'est pas la personne qui a commis le crime ou le délit qui gagne une immunité. C'est juste que l'acte qu'elle a commis ne peut plus être attaqué. Donc ni le procureur, ni une victime, ni autre ne peuvent attaquer pour cette chose-là. Et après, il y a la prescription de peine. Donc après un certain délai, une peine ne peut plus être mise en application. Donc quelqu'un qui va être jugé, à qui on va mettre 20 ans de prison, si c'est pas mis en application, bah, au bout d'un certain temps, on va dire trop tard. Désolé. Donc en fait, t'es déjà condamné, jugé, mais la peine n'est pas appliquée. Voilà. Parce qu'il y a une défaillance d'application ou de procédure pénale. Exactement. Donc en fait, par exemple, je sais pas, je pense que tu vas en parler sur le prescription, par exemple pour le viol, même pour les crimes, les grands crimes, c'est 30 ans. Ouais. Et donc ça, c'est la première prescription que tu. Voilà, c'est ça. C'est le. Non, mais sur les 2, en fait, il y a vraiment sur les 2. Il y a, mettons, justement, j'en parlais peu de temps après, mais il y a déjà le fait de constater le crime. Donc, on va pouvoir, une fois qu'on l'a constaté, qu'on a trouvé le coupable, qu'on a trouvé des preuves qu'il a été jugé, là, on va pouvoir lui mettre une peine, enfin le juger et donc mettre une peine. Et après, il y a sur l'application de la peine, il y a également une prescription. D'accord. Ok. Voilà. Donc 2 prescriptions distinctes. Moi j'ai une question. Du coup, s'il y a une date précise, par exemple 30 ans, 20 ans, est-ce qu'il n'y a pas un service qui s'occupe à la 19e, entre la 19e et la 20e année, de dire bon, on va peut-être jeter un coup d'œil? Alors ça, je ne saurais pas te dire, mais je vais parler un peu. C'est pas le service des coups d'œil qui. Si. Non. Bah, il me semble, mais je suis pas sûr. C'est dans la direction générale du ministère de l'Intérieur, ça. Arrêtez de vous payer ma gueule, monsieur. Non, mais alors ça, c'est intéressant, c'est que tout à l'heure, vous disiez, tiens, pourquoi il pourrait y avoir des droits de prescription? Donc pourquoi la prescription? Même si c'est des sujets qui sont très difficiles à aborder parce qu'on va parler de choses qui sont très viscérales, qui sont vraiment liées à des sentiments très très forts. Comme on dit, on parle de crimes, de viols, de meurtres. C'est dur de sortir du cadre uniquement du crime et de voir au niveau de la société globale. Mais c'est aussi fait pour préserver la société, même si ça peut être difficile à admettre. Donc là, j'ai parlé des 3 raisons majeures qui sont avancées pour la prescription. Donc ça, c'est une source officielle je crois que ça va être legigouv ou justice.gouv ou un truc comme ça. La première raison majeure, c'est la difficulté liée au dépérissement des preuves matérielles et à l'altération des témoignages. Ouais. Encore une fois, on parlait du fait d'égalité face à la justice. Au bout de 30 ans, forcément, on a des souvenirs qui sont moins bons, donc les témoignages vont être niqués, mais les preuves matérielles également. Donc, c'est plus difficile de pouvoir prouver une culpabilité ou une innocence. En fait, au bout de 30 ans, c'est dur de dater un acte aussi délictueux ou criminel. C'est-à-dire que de trouver la date exacte et de se dire en fait. Non, puis même sans la date, la fiabilité, les preuves deviennent moins. Un cadavre au bout de 30 ans, ça sent même plus mauvais. J'allais dire, mine de rien, la conservation des preuves, certaines preuves entre guillemets organiques, je sais pas de quelle manière elles sont conservées, mais ça a un coût aussi. C'est souvent lors du témoignage. C'est des frigos, c'est des frigos qui tournent. Et voilà, si on part sur le témoignage et le souvenir, partez du principe que essayez de vous souvenir d'un truc qui s'est passé il y a 20 ans. Un crime. Si vous avez plus de 20 ans, souvenez-vous d'un truc. France 98. Tiens, voilà, France 98. Essaye de raconter à quelqu'un ce qui s'est passé exactement du matin au soir de cette journée de victoire de France 98. Là, mon gars. Impossible. T'as 2 heures devant toi? Non, mais en fait, ça va pas être si précis que ça. Et de la même façon, en fait, il y a une critique qui est faite vis-à-vis de ça, et donc la loi évolue. Mais par exemple, on dit, tiens, avec les moyens scientifiques modernes, avec les tests ADN, etc., on doit pouvoir trouver des preuves, utiliser des preuves de manière plus durable. Mais il y a une difficulté là-dedans, c'est que avec l'équilibre de la justice, même s'il y a une preuve qui va incriminer quelqu'un, il faut que la personne puisse se défendre. Donc, s'il y a moins de preuves à disposition, en fait, c'est compliqué de dire
que ok, on va le buter, ou non, pas en France, mais ok, on va le mettre en tôle pendant 30 ans. Il y a une question de raison et de stabilité de la société globale. Encore une fois, c'est assez dur à entendre. Il y a une équité dans la défense, dans tous les cas. Mais voilà, il faut que quelqu'un qui va être incriminé puisse avoir assez d'éléments et en assez bon état pour pouvoir se défendre. La deuxième chose, c'est ce dont tu parlais, Juan, qui est super intéressant, et c'est une chose à laquelle j'avais pas du tout pensé. La MIF. Tu parles de trucs super intéressants. Alors c'est voilà, le droit à l'oubli. Donc on considère que le trouble à l'ordre social causé par une infraction s'estompe avec le temps et il serait préjudiciable de raviver leurs souvenirs par des poursuites tardives. Encore une fois, est-ce que au bout de 29 ans et 5 mois, au bout de 40 ans, au bout de 50 ans, est-ce que c'est meilleur pour la société de raviver un crime et de mettre une peine à quelqu'un ou est-ce que c'est mieux de dire j'ai pas d'autres mots plus classe, mais bon niquer pour niquer, c'est la poussière sous le tapis quoi. En fait au final, que ce soit c'est encore une fois, je suis désolé, c'est très dur à dire, c'est un sujet qui est assez tendu, mais les victimes, les familles, etc., les gens ont refait leur vie. Mais là tu viens de répondre à la question, c'est-à-dire que t'as un problème de société et t'as un problème de personne. Donc oui, en fait, faut distinguer ces deux sensibilités et c'est sans demander aux législateurs de qui est la société et qui fait envoyer ça aux législateurs. Ouais. Et encore une fois, est-ce qu'il serait bon pour la société de raviver un fait qui a plus de 50 ans, qui va être dans les journaux partout, il y a des faits qui sont tout aussi actuels et qui ont besoin d'être traités, et une personne qui a potentiellement refait sa vie, écoute, on peut dire si elle fait quelque chose de positif actuellement, en fait, est-ce que ça va être positif ou non de la punir ? Pas forcément. Ouais, après, c'est pas un débat, mais l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire que même s'il y a des choses qui arrivent, oui, bien sûr. Tout de suite. Alors, surtout que là, moi, j'essaie de mettre aucun avis personnel. Bien sûr. C'est purement. J'essaie de. Tu ne poses que des questions. Voilà, j'essaie de rester purement factuel. Et le troisième truc, c'est pareil, une chose à laquelle j'avais pas du tout pensé, c'est l'intérêt de l'auteur d'infraction de ne pas s'exposer en commettant une nouvelle infraction pendant le délai de prescription. Ah, pas con. Donc c'est la logique de dire quelqu'un qui a fait une connerie, et tu lui dis t'as 30 ans de prescription, il va avoir tendance à plus faire profil bas à carreau, et à pas refaire de conneries. C'est du sursis en fait, sans en soi quoi. D'une certaine façon. Ouais. Et c'est vrai que c'est encore une fois, niveau sociologique, c'est pas bête de dire écoute, si tu restes à carreau, que tu refais pas de la merde, ok. Mais en fait, s'il n'y avait pas ce droit de prescription, peut-être que la personne pourrait se dire, encore une fois, niquer pour niquer. De toute façon, si je me fais choper, je vais exploser. Donc je peux continuer à faire de la merde. Dans tous les cas, je vais en prendre pour 50 ans de tôle. Je trouve que t'as un champ lexical un petit peu. Oui, je suis un peu dans la vulgarisation. C'est un peu vulgaire, non ? Je vous conseille d'axer votre émission là-dessus. Mais non, mais je t'avoue que à calmer votre race, monsieur. Non, je vais essayer d'être moins vulgaire, mais je vous avoue que ce sujet m'a pas mal touché parce que ça m'a fait me poser beaucoup de questions. Qu'est-ce que j'ai fait il y a 30 ans ? Voilà. Et merde. Nous on sait, bon, t'as pas balancé, mais. Non, mais c'est assez difficile de se dire, qu'est-ce qui serait bien, bon ou pas. Néanmoins, j'ai un exemple personnel, si vous me le permettez, une anecdote. Quand j'étais gamin, j'avais fait une bêtise, comme nous tous. Non. J'avais endommagé la propriété privée de quelqu'un. Je rentrerai pas plus dans les détails, mais sur le coup, je n'ai pas eu de punition légale. Néanmoins, ça a été enregistré parce que en fait le fait s'est passé en campagne, machin. Okay. On s'en fout quoi. Oui, la campagne c'est vraiment un lieu pour dégrader les exactement. Des gens. Mais ce qui s'est passé, c'est que en fait la police est venue chez moi, j'habitais chez mes parents, beaucoup plus tard, beaucoup de temps après. Cet incident avait été oublié de moi, d'un point de vue personnel, voilà. Et ça a été extrêmement difficile parce que c'était un incident qui avait été complètement oublié et que j'aurais pu assumer le lendemain du truc. J'aurais fait c'est vrai que j'ai fait cette connerie. Et ça crée un traumatisme. J'en aurais assumé les conséquences le lendemain, mais beaucoup de temps après, je ne savais même pas pourquoi on venait me poser des questions à ce sujet. Enfin, il a fallu le temps que je me rappelle, etc. C'était le cas d'un minuscule délit, même une bêtise, on va dire. Tu t'es reconstruit et exactement. En fait, t'es l'illustration parfaite que le délit perdure dans le temps, même s'il n'est pas puni. En fait, c'est-à-dire que il y a un acte qui a été commis, c'est ça. Il n'est pas puni, il n'est pas considéré comme délit ou comme crime, mais il peut être ramené à toi dans le temps de manière assez. Et néanmoins, ça m'a calmé, c'est-à-dire que même si j'étais passé à autre chose, justement, ça a été passé pour quelque chose de léger, de rien. Le fait, en plus, si j'avais été puni, on va dire le lendemain, ok. Là, le fait que ça arrive encore plus tard, ça a donné plus de poids à la chose, à l'importance de la justice, de la police, etc. Ça m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses à ce niveau-là. Et puis t'as une espèce d'épée de Damoclès où tu dis faut pas que je fasse de conneries. J'ai eu le temps de cogiter.
Voilà. Exactement. De me chier dessus aussi. Sur ce, parlons des durées de prescription. Faut savoir que sujet légal, donc assez difficile à traiter parce que ça change beaucoup et je vous rappelle que ce n'est pas du tout mon champ de compétences. Petite licence de droit, quoi. 3 ans. Bon, si t'as pas 3 ans devant toi pour bosser le sujet. J'espère l'obtenir avant la fin de la saison 2, mais non, pas encore. Par contre, MOOC. Par contre, exactement. Par contre, ce que j'ai vu, c'est que donc les durées avaient changé depuis 2017, si je dis pas de bêtises. Bien sûr, oui, bien sûr. Il y a eu un allongement. Moi, 2017, ça m'a bouleversé. Donc là, tout change. Je vous donne plutôt les chiffres récents et je vais pas, encore une fois, pas faire de choses exhaustives. Le but, c'est d'essayer de faire en sorte que chacun puisse comprendre à quoi correspond la durée de prescription. Donc ça a changé en 2017, plutôt pour de l'allongement. Certaines ont été réduites. Encore une fois, allongement de la prescription, ça veut dire que on peut attendre plus longtemps, enfin tu es punissable pendant plus longtemps. Ouais, c'est ça. Il y a... potentiellement punissable. Voilà. Donc encore une fois, donc on disait le pénal c'est contravention, délit, crime. La prescription de contravention, enfin pour une contravention c'est 1 an pour les actions publiques. Pour un délit c'est 6 ans et pour les crimes c'est 20 ans. Et après il va y avoir des cas particuliers, notamment pour le terrorisme et le trafic de stupéfiants, 30 ans pour les crimes, 20 ans pour les délits. Donc il y a toute une plâtrée de trucs spécifiques. On n'est pas tendre avec les terroristes quand même. Ouais. Mais tu verras, il y a débat peut-être. Non, ça va. C'est le débat. Quelqu'un va intervenir. C'est maintenant qu'on débat. On va passer et là on va jouer un petit peu avec les calendriers parce que comme à Noël, on ouvre des cases et exactement. Toujours parce rigolo que prescription, mettons une personne commet un acte malveillant le 1er janvier 1990. Personne qui s'appellerait par exemple Arthur, mais ses doigts dans le nez par exemple. Elle va faire, mettons, un crime on a dit que c'était 20 ans. Donc le 1er janvier 1990, ça veut dire que à partir du 1er janvier 1990 et jusqu'au 31 décembre 2009, je crois un truc comme ça, ouais. Ça doit être ça, il peut y avoir une action en justice contre cette personne. Sauf que dans certains cas, la durée de la prescription peut changer. Donc le point de départ, la plupart du temps... Les années bissextiles. Non, pas du tout. Donc le point de départ, généralement, en fait, c'est la date à laquelle l'infraction a été commise, mais ça diffère parfois. Donc si on prend les actions, alors désolé pour ceux qui sont un peu sensibles sur ce type de sujet, mais les agressions sexuelles sur mineurs, par exemple, la prescription peut aller jusqu'aux 28 ans de la victime ou jusqu'à ses 38 ans si elle avait moins de 15 ans. Je pense que tout le monde est sensible sur ce genre de sujet. Ah ouais, mais donc en gros là, c'est plutôt par rapport à l'âge qu'avait la victime. À l'époque des faits. Alors à l'âge, oui. C'est-à-dire que la prescription se détend. Alors justement, c'est pas qu'elle se détend, mais c'est il y a un principe de. Je sais pas si c'est opportun de parler de détente. Non, mais il y a un principe de décalage et de suspension de la prescription. Donc elle peut être suspendue à certains événements et reprendre après celui-ci. Pourquoi ? Parce que déjà, par exemple, si une action en justice est lancée, on veut pas que le procès puisse être ralenti à l'excès jusqu'à la fin de la prescription. Parce que ça serait une technique un peu bâtarde pour dire genre ok tu m'attaques sauf que la prescription pas en droit, elle finit dans 1 an. Donc ce genre d'événement par exemple ça va suspendre la prescription, on laisse couler le procès et s'il y a un truc qui est fini la prescription continue, mais au moins la personne ne peut pas être sauvée par le gong. Oh là là, pour ceux qui regardaient la télé. Excellente farce dans les années 90. À Géry. Et il y a aussi vous avez Paris. On regarde pas la télé, nous, on n'a pas la télé avec Arthur, je sais pas. Vous lisez pas de bouquins, vous? On a quelques vinyles, bon. Ouais, bon. J'adore les livres qu'on fait tourner. Et un dernier truc comme les serviettes. Que vous connaissez. J'aime bien les regarder tourner, remarque. C'est très difficile de continuer avec vous. Mais donc, fallait prendre Camille et Chouchou. Un dernier paramètre que vous connaissez peut-être, c'est la condamnation par contumace. Oui, c'est quand la personne n'est pas présente dans le pays dans lequel la loi. Et pourquoi ça peut avoir un intérêt dans ce cas-là? Pour les dictateurs africains. Qui c'est ce contumace? Les dictateurs africains, par exemple, ça a beaucoup d'intérêt. Mais aussi pour le droit de prescription. Parce que si la personne ne veut pas se présenter au procès, on pourrait dire le procès peut pas avoir lieu, donc la prescription continue. Là, au moins, ça acte l'action publique et donc le jugement. Et après, ça va être la prescription de la mise en application de la peine. Mais au moins, la justice a rendu son... c'est un peu... Dans les faits, c'est un peu hypocrite puisque l'application s'applique pas, elle est prononcée, mais la personne n'est pas là. Oui, mais si la personne est en fuite... Si la personne est en fuite, une fois que tu la retrouves, tu peux appliquer la peine. Oui, bien sûr, mais bon, faudrait être... Bon, voilà. Je suis pas dans la tête d'un malfrat, mais... Moi, je ne reste uniquement que dans le... Non, bien sûr, mais c'est très factuel, mais dans les faits, ça s'applique peu. Je ne suis pas dans la tête d'un malfrat. Herman, 21 septembre. Voilà. Nouvelle école. C'est bien de l'apprendre. Je vais vous parler de quelques cas particuliers. On parlait notamment des agressions sexuelles sur les mineurs. De manière... non, mais de manière générale, désolé, c'est un peu difficile, mais donc de manière générale, la justice a essayé de faire en sorte que le délai de prescription ne puisse démarrer... On va parler de youtubeurs ? Non, pas du tout. Mais donc, la prescription ne puisse démarrer qu'à partir du moment où le délit crime a été constaté et que la victime peut témoigner et ou porter plainte. Et ça, c'est super important. C'est que, en fait...
tu peux pas caler ça sur le début de l'acte. Oui, l'âge à laquelle tu Parce que si l'acte est caché ou si la personne n'est pas en état de s'en rendre compte, ça protège le criminel en fait. Parce qu'il y a plein de prises de conscience qui se font maintenant sur des actes où les personnes n'avaient pas conscience. D'où le fait pour les mineurs d'attendre qu'ils soient majeurs, d'attendre qu'ils soient plus sous l'emprise de la personne pour pouvoir comprendre que ok merde, j'ai vécu un truc qui était pas bien. Donc leur laisser le temps de réaliser ce qui s'est passé. Et il y a aussi ça notamment sur les abus de confiance. Le délai de prescription, il va débuter à partir du moment où l'abus de confiance est constaté. Et c'est logique parce qu'en fait, quand t'es dans un abus de confiance, tant qu'il n'a pas été constaté, t'es dans la confiance. Donc tu dis non, en fait il est cool. Et c'est une fois que tu te rends compte de l'abus de confiance que ça fait 3 ans que tu te fais avoir, tu fais ah ok. Et c'est là que la prescription commence et donc la personne n'a pas 3 ans d'avance. Ce qui en termes de recherche de la preuve est tellement compliqué, c'est-à-dire remonter à des historiques de SMS, c'est compliqué. Mais là, ce qui est important, c'est quoi? Le but est vraiment de protéger les victimes et non pas les criminels ou les délictueux, ou je sais pas comment on dit ça. Mais parce que voilà, il faut pas que l'infraction puisse rester impunie trop longtemps. Il y a aussi le cas particulier alors ce que j'avais appris, je ne sais pas ce que c'était, c'est ce qu'on appelle les actes occultes. Est-ce que vous savez ce que c'est? C'est quand on c'est de la sorcellerie, ça. C'est quand on découpe un rat en 4 et qu'on l'a. Eh ben écoutez, j'y pensais aussi, mais c'est pas des messes noires. Non, en fait, c'est pas ça. C'est plutôt des actes chelous que de la magie noire. Et en fait, c'est des actes qui sont par essence dissimulés. Donc, par exemple, ce qui va être abus de confiance. Dissimulé avec de l'essence, tu veux dire. Abus de confiance, abus de biens sociaux, publicité mensongère. C'est le genre de choses. Ah, les Balkany. Des actes qui sont dissimulés par essence. Simulés. Tu vas être attaqué pour diffamation, t'es dans la merde. C'est très dur de continuer avec vous. Allez, on enchaîne. Et un des derniers que j'ai vu, que je ne connaissais pas non plus, c'est simulation d'enfant. Je ne connaissais pas. Quoi Pardon. Tu veux dire les Sims? Non, simulation d'enfant, en fait, c'était beaucoup mis en application dans le passé. Coucou, c'est un enfant. Mais non, je déconne. Mais c'est quand tu vas simuler une grossesse et échanger un enfant avec un autre pour des questions d'héritage, par exemple. Ah, c'est pas trop glauque. Genre, si t'as eu une fille et que tu préfères avoir un garçon pour l'héritage, et ben bim, que tu les échanges et tout, et ben ça c'est considéré comme un acte occulte, ou bien le fait de simuler une grossesse ou simulation d'enfant. Ouais, c'est littéralement le fait d'occulter quelque chose en fait. Oui, exactement. Et c'est vraiment rien à voir avec les sorcières. Voilà. Et tout ce qui est avec des volets. Tout ce qui est abus de biens sociaux qui concerne beaucoup les politiques. De fait, c'est un acte qui est caché, donc on ne peut le poursuivre qu'à partir du moment où il est constaté. Donc si un mec a fait une connerie en 90 et qu'on s'en rend compte en 2000, ben la prescription commence à partir de 2000. Donc ça concerne également tout ce qui est trafic d'influence, fraude fiscale, etc. Fonds secret du RPR. Par exemple. Ce qui va être aussi intéressant, c'est que les actes répétés comme le harcèlement, en fait, on va prendre pour date. Pourquoi faire de la politique, franchement? C'est vieux le RPR. Mais donc pour les actes comme le harcèlement, on va prendre pour date la dernière occurrence de l'infraction comme point de départ, puisque tout simplement là, la durée de l'infraction est constitutive de celle-ci. Donc un harcèlement de 3 mois ou un harcèlement de 3 ans, c'est pas du tout pareil. Donc on va vraiment prendre la dernière constatation, et c'est à partir de là, encore une fois, que le délai de prescription va commencer. Ah oui, donc ça veut dire que quelqu'un qui harcèle une personne pendant 3 ans va prendre la dernière date de constatation de l'harcèlement, donc peut-être au bout des 3 ans. Comme début de la prescription. Ouais, c'est dur ça par contre. Non, c'est pas dur, parce que de fait, le harcèlement, il est plus fort parce qu'il a duré 3 ans et pas 3 semaines. Pas forcément, enfin là, quelqu'un peut harceler quelqu'un plus fort en début de... Enfin, tu vois, je sais là où tu vas, mais je suis très curieux. Oui, mais les actes sont différents. C'est constitutif de l'acte que d'avoir duré 3 ans. Même si c'est une fois par semaine ou une fois par mois, mais le fait que cette personne, ça constitue Moi j'aurais pensé que c'était au commencement de l'acte, mais. Non, justement, c'est la fin. Faut harceler. Et c'est encore une fois, t'imagines quelqu'un qui se fait harceler depuis 20 ans, mettons, je ne sais pas pourquoi pas, mais et qui se rend compte qu'au bout de 20 ans, et la prescription commence à partir du moment où la personne va s'en rendre compte et dire ok merde, je me fais harceler. C'est toujours sur la prise de conscience, enfin c'est toujours sur le fait de s'en rendre compte. Ouais. Je m'en étais pas rendu compte, Herman, mais ça fait 10 ans qu'on se connaît. Et... ça suffit là. Je crois que vous m'harcelez. Je me revois du coup. Mais reprenez. Vous marcelez, vous portez des marcelles. Deux petits derniers trucs. Quelque chose qui est intéressant et que tout le monde ne sait pas forcément, mais c'est qu'il n'est pas obligatoire que ce soit la victime qui porte plainte elle-même. Donc le procureur peut le faire. Par contre, il est soumis au même délai de prescription que les autres. Voilà, chose intéressante. Et enfin, les crimes contre l'humanité. Je ne sais pas si vous savez ce que sont les crimes contre l'humanité. C'est quand on fait un petit génocide, par exemple. Au calme. Un week-end comme ça. Je vais pas m'étendre dessus parce que c'est un peu compliqué comme définition et que même les juristes sont pas d'accord dessus. Mais donc la définition de crime contre l'humanité est un petit peu floue, ou en tout cas contestée de ce que j'ai pu trouver, parce que certains considèrent que ça se recoupe avec certaines notions qui sont déjà couvertes par le droit français. Mais pour les crimes contre l'humanité, il n'y a aucune prescription en France. Donc un génocide, en fait les crimes contre l'humanité, ça va être des choses qui vont être faites vis-à-vis d'une population donnée
précise, avec une intention et avec surtout une notion de masse principalement. Donc, mettons si on devait... C'est un crime de masse ciblé à vertu politique ou idéologique. Je dis juste pour qu'on pense à le chercher, mais j'aimerais savoir quel était le premier crime contre l'humanité référencé. Bonne question. Parce que j'avais les procès Nuremberg dans la tête, mais l'histoire, c'est pour Camille, je pense. Non, mais c'est les conventions de Genève. Enfin, ça a été institutionnalisé à l'époque de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est bien ça. C'est une notion récente. Mais même si dans l'idée, dans l'application de la définition, il y en a eu avant. Justement, c'était très flou et ça a été changé il y a eu une mise à jour, il me semble, début des années 2000. Et justement, il y a beaucoup de personnes du monde juridique qui ont dit bah merde, c'est con, on comprend l'intérêt de ce truc-là, mais ça pourrait être couvert par d'autres cadres de la loi, donc c'est un peu compliqué. Mais là, encore une fois, on comprend qu'au niveau de la société, les crimes contre l'humanité, s'ils sont, l'impact sur la société est trop négatif pour qu'ils puissent rester impunis. Donc un génocide, on va pas dire au bout de 30 ans, genre, c'est bon, t'inquiète, ça roule, c'est fini. Non, ça va être puni. Et enfin, dernier petit, pas un tour du monde, parce que je vais prendre uniquement 2 cas, mais là, on a parlé du cas français, mais il faut bien comprendre que chacun a sa justice. En Angleterre, il n'y a pas de prescription. En tout cas, d'après ce que j'ai trouvé, j'espère que je ne dis pas de bêtises, mais donc pas de prescription, c'est-à-dire qu'un acte peut être instruit au bout de 50 ans, 60 ans, 70 ans, s'il y a des preuves qui semblent suffisantes ou des témoignages qui semblent suffisants, tout peut être... Après, la reine est immortelle, du coup elle se souvient de pas mal de choses. Ça permet quand même de bien mener l'enquête. Elle est là pour ça. Elle est là pour ça. Elle a un chapeau. On l'appelle Inspecteur Queen. Et puis des chiens. C'est vrai. Il y en a plein de chiens. Et on a vu des cas d'évolution de la prescription, notamment aux USA, il n'y a pas si longtemps que ça, avec l'affaire, je ne sais pas si vous l'avez suivi, l'affaire Bill Cosby, sur des cas de viol. Et en fait, ils ont étendu la durée de prescription sur les cas de viol, parce que sinon, le mec, ça le mettait à l'abri sur autre chose. Donc, ils se sont rendus compte que, on pouvait s'en rendre compte plus tard. Grâce à cette affaire, Voilà. Okay. Et la loi a évolué suite à cette affaire. Donc, il y a, encore une fois, on voit l'évolution de la société, l'évolution des lois grâce à la société. Voilà, j'espère que vous y avez vu un peu plus clair. Absolument. Oui, merci. Voilà, c'était léger comme sujet. Ça parlait papillon et. Franchement, un petit génocide en Amérique. Ça fait plaisir d'avoir un truc. Des crimes. Ouais, ça fait plaisir d'avoir un truc léger. On attaquait quand même un sujet qui est beaucoup plus sérieux. Ça va être cool. Parce que là, et Cham, il s'empare quand même de sujets quand même parfois pas si légers que ça. Oui, c'est que dans le métro de Tokyo, il faisait pas la queue le il me semble. Mais là, on rentre sur quelque chose de dur, de lourd, de difficile. Donc, éloigner les enfants. Comme d'habitude, Lorraine. Désolé, il faut que tu arrêtes d'écouter. C'est un sujet qui prend au trip. Ne le prends pas mal, Lorraine. Est-ce que Lorraine peut retourner au fond de la salle? Elle nous avait rejoint sur la banquette, mais peut-être que là, pour cette chronique, on peut peut-être. Pour cette chronique, elle peut peut-être retourner. La pauvre, laissez-la tranquille. On t'embrasse. Oui, on l'embrasse, Lorraine. Désolé pour ne l'a jamais rencontré, mais on l'embrasse. Allez. Et allons-y pour le 3e sujet. J'en ai ras-le-bol de vos singeries. Oui, figurez-vous que Mme Bénarchat en a assez de vos singeries. Brûlé. Parce que orange et orange, ça sonne pareil, c'est pour ça. Voilà. Eh ouais, c'est un très beau jingle. Ça swing. Le mixage est. Ça swing. Oui, c'est pas mon meilleur. Non, si, moi j'ai bien aimé. Enfin, si je peux me permettre. Voilà, de donner mon avis, mais je pense qu'il est pas vraiment très bon. Pour tout avouer, à la base, je voulais faire un jeu de mots avec Oran et Wu-Tang Clan, mais j'ai pas trouvé les extraits. Oran Wu-Tang. Oran Wu-Tang. Yes. Alors, il y avait quelques chansons aussi. Ça s'appelle l'audace. Et l'ambition. Et parfois, c'est pas récompensé. Oui, non. L'audace est là, mais l'ambition. Il y a une chanson de Serge Gainsbourg. Chantée par Jane Birkin, qui s'appelle Orang-Outan. D'accord, voilà. Ok, j'en parlerai absolument pas dans cette chronique. C'est vrai? Ouais, mais je vous parlais de Laurent Houtan, moi, tout simplement la base. Le bon singe, peut-être de cette chanson, le bon singe. Alors, première question, parce que j'ai des questions à vous poser. N'hésitez pas à m'interrompre d'ailleurs si vous avez vous-même des questions. Alors, c'était pas sur la couleur, parce que c'est plutôt assez partagé, assez ancré dans les esprits qu'il est assez roux. Maintenant, quand tu dis orang-outan, les gens pensent orange et huile de palme, tout simplement. Eh ben, on va en parler. Donc, déjà, que veut dire orang-outan? Orange. Oh, putain. Le orange, c'est pour. Ça veut dire petit escabeau. Non, pas du tout. Non, le orange, c'est pour sa couleur, j'imagine. Non, alors orange veut dire homme. Ah, attends. Alors laisse-nous maintenant. Voilà, orange veut dire homme. Outan, poilu. Non, ça veut dire forêt. Donc en gros, l'orang-outan, c'est l'homme de la forêt. Et tout ça, c'est en malais ou en bahasa indonésien. Ce qui déjà pose un petit peu le décor géographique de la présence des orang-outans. Donc pouvez-vous répondre à cette question? Où est-ce qu'on trouve le plus d'orang-outans? En Malaisie. En Malaisie et en Indonésie. En effet, c'est les deux parties de cette planète. Très fier d'avoir donné la réponse sur laquelle on l'avais quasiment donné dans la question. Donc... Oui, qu'on cultive et sur laquelle on marche. Donc il y a les orang-outans de Bornéo et les orang-outans de Sumatra, qui donc est une île d'Indonésie.
Bornéo étant une île aussi qui se partage, dont 3 pays se partagent le territoire. Ils sont similaires génétiquement ou ils ont des spécificités? Alors les orang-outans de Bornéo sont sensiblement plus petits que ils sont dans l'eau, ils ont un aileron dorsal. Et ils sont plus sombres, enfin ils ont un pelage plus sombre. Ils sont pas sombres dans leur vie, ils sont pas en train d'être dépressifs. Oui, non, ils sont en bonne santé. Donc ils sont séparés génétiquement, il y a plus de 700 000 ans. Et comme dirait Camille, qu'est-ce que 700 000 ans c'est de l'humanité. C'est peut-être beaucoup, 700 000 ans pour le coup. C'est pas mal. Est-ce que Camille dirait ça ou non, 700 000 ans, c'est large. C'est quand même beaucoup. Alors vous savez qu'il y a une troisième espèce. Ça fait combien de terrain de foot? Alors je vais venir en termes de terrain de foot. En termes de terrain de foot, il y a une troisième espèce qui a été découverte en novembre 2017. Et combien de terrains de foot fait cette espèce? 2. Exactement, bonne réponse. Et fallait réviser les gars, vous m'en regardez avec vos yeux. J'ai un mot au cerveau là. Non, c'est normal, ça n'a absolument pas de sens. Okay, on parlait d'une espèce qui a été découverte l'année dernière, en novembre 2017, qui est une troisième, qui est le Tapunali. Qui est lié aux orang-outans. Qui est lié aux orang-outans. En fait, elle est issue de la plus ancienne lignée d'orang-outans qui vient initialement d'Asie continentale. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur les îles, sur Bornéo, Indonésie, où finalement c'était peut-être plus des îles il y a autant d'années. Mais à la base, les orang-outans vivaient dans l'Asie continentale, donc on peut imaginer. Séparés par la séparation des terres. Et le Tapunali est proche physiquement de l'orang-outan? Il est assez proche, il est juste plus petit en nombre, en termes d'individus. Voilà. Il en reste 4. Il en reste 800. On va en parler après. On va parler des chiffres, beaucoup parler chiffres. C'est parce qu'on les foutrait en Franche-Comté, ça doublerait la population, quoi. Et peut-être que tout le monde serait content. Tu crois pas ça? Tu crois pas ça? D'ailleurs, je pense que la Franche-Comté s'en porterait pas plus mal. Je vous invite à laisser Herman commencer sa chronique au moins. Non, j'avais terminé. C'était les. En tout cas, ça me fait plaisir de vous recevoir, c'est vraiment chouette. Voilà, merci. Ça fait longtemps qu'on C'était beaucoup de travail, par contre, sur le. Reprenons. Non, alors, il y a une légende indonésienne qui raconte que les orang-outans peuvent parler, mais qu'ils ont choisi de ne se taire à jamais de peur d'être forcés à travailler en cas de capture. Alors que finalement, s'ils parlaient, ils pourraient tout simplement dire les gars, arrêtez votre bordel parce que là, ça commence à devenir un peu chaud pour nous. Mais j'ai déjà entendu ça, je sais pas où. Ouais, c'est une légende indonésienne, donc c'est le propre d'une légende, c'est qu'on sait pas où on l'a entendu, mais on l'a entendu. Maintenant, j'ai des questions on va aborder l'aspect physique et les propriétés physiques de l'orang-outan. Est-ce que vous savez à peu près quelle taille fait un orang-outan en moyenne? Donc, sachant qu'il y a mâles et femelles qui doivent être on les voit souvent assis. Les bras baissés. Alors ils sont en position bipède, donc debout, les bras baissés. Debout, j'ai du mal parce que toutes les images que je me fais d'un orang-outan, c'est assis. Ouais, ils sont souvent assis, c'est pour ça. 1m40. Alors 1m40, ouais, 1m30. Et c'est pas mal, 1m40 pour les mâles en position debout et 1m15 pour les femelles. Ah, bien joué. Elles sont plus petites. Elles sont vachement plus petites et de manière générale, on va parler de l'envergure. Là, c'est assez énorme puisque les orang-outans ont des bras largement plus longs que leurs membres inférieurs. Comme un condor, au moins 3m20. On n'est pas sur du 3 mètres, on est sur du 2m64 pour les plus gros. C'est quand même pas mal. C'est-à-dire que l'envergure, je pense que si tu mets une tarte, il peut te peindre une chambre de bonne avec les deux bras. Honnêtement, là, ça va 2 fois plus vite. Et elle t'est pas écrite celle-là. Avec deux Dyson, il te fait le ménage. Putain, c'est incroyable. Ouais. Alors en termes de poids, parce que c'est quand même assez balèze ces petites bêtes. Là aussi, il faut distinguer le point d'un mâle. Et tu parlais, Ilias, de la différence entre le mâle et la femelle en termes de taille. Et en termes de poids, c'est assez flagrant puisque un mâle peut faire entre 90 et 112 kilos. Oui, c'est quand même une belle bête. Oui. Et la femelle pèse en moyenne entre 45 et 67. Soit 2 fois moins. Bonne différence. Une bonne diff. C'est quoi? C'est une alimentation plus healthy? C'est quoi? Je pense que c'est des épinards. C'est un mouvement ou une mobilité qui est peut-être plus accrue pour les femelles qui doivent se déplacer assez souvent et qui doivent aussi élever un enfant. J'en parlerai un petit peu plus après. Combien de temps ça vit un orang-outan? Est-ce que vous savez la moyenne jusqu'à sa mort quasiment. Non, 40 ans. Exactement. Non, moi je dirais plus, peut-être 60. Et non, c'est Ilias 30. Alors entre Ilias et Arthur, c'est entre 35 et 40 ans quand c'est un orang-outan en liberté. J'ai faux. Et ça peut vivre jusqu'à 50 ans, un petit peu plus dans un parc zoologique. En captivité, voilà, parce que finalement. C'est bien le seul animal qui est. Parce qu'on perfuse. Mais en fait, c'est comme un être humain, si tu l'entretiens, il vivra plus longtemps. Comme une voiture. Comme une voiture. Ou une plante. Ou comme un ordinateur. Des oreilles, des dents, tout ça. Où on en est? En parlant de dents, ça leur sert à mâcher des choses. Donc on va parler de nourriture. Voilà, exactement. Et il faut savoir que l'orang-outan est le plus grand mangeur de fruits tropicaux de la planète. Juste avant le touriste américain au buffet pension complète. Donc on est full mangue. Faut le dire. Exactement. Et c'est un des rares singes à manger, à se nourrir d'écorce.
C'est-à-dire qu'ils ont des dents assez spécifiques. Pour gratter les troncs des arbres et bouffer un type d'écorce. Donc ils les arrachent à la main et les mâchent après, ou ils mettent les dents ils font les deux sur le tronc? Ils font les deux. Enfin, c'est-à-dire que ça dépend si l'écorce est extractable, plutôt. Comme dans les Looney Tunes, le diable de Tasmanie. Voilà, mais c'est ça, donc ça a des dents assez spécifiques. Pour ça, on va parler maintenant de la différence avec les autres singes, parce parfois on confond souvent les grands singes et on se dit, c'est tous les mêmes, comme dit Stromae. Donc ces déplacements, on parlait des déplacements, ça reste assez modeste. Faut dire que ça fait entre 300 et 800 mètres par jour en moyenne. On est sur un singe tranquille. Voilà, on est sur en un saut. Mais alors, tu crois pas si bien dire parce que ça ne saute pas. C'est un des rares singes qui ne saute pas ou qui sont très rarement. En effet, contrairement aux gibbons, aux chimpanzés, etc. Par contre, c'est un des rares singes qui fait des footings le dimanche. Ouais, exactement. Ouais, avec ses Mizuno. C'est les baskets. Oui. Pour les références, petit placement de produit. Parce que voilà, on est sponsorisé par Mizuno, donc ça vous dérange pas, on peut le faire. Merci à l'appli Runtastic de sponsoriser pas cet épisode. Et au matelas Casper pour se reposer après. Merci. Alors, donc, ces singes ne sautent pas. En tout cas, très rarement, ils utilisent peu ce qu'on appelle la brachiation. Bracation, voilà, qui est ce mode de déplacement qui permet aux singes de se balancer grâce à leurs bras et de ne pas utiliser leurs membres inférieurs. Ils n'ont pas de cul cailleux, contrairement à Arthur. Je ne sais pas si tu voulais en parler. Oui, j'ai un cul cailleux, mais j'utilise une pommade qui fait pour les êtres humains. C'est un véritable remède au cul cailleux. Alors, ils n'ont pas le cul cailleux. Souvent, les grands singes ont des parties du corps assez cailleuses puisqu'ils se reposent dessus assez souvent. Et c'est souvent le gorille, par exemple. Exactement. Son cul en pierre. Exactement, le babouin, etc. Voilà. Enfin, tous ces petits primates, pour le babouin en tout cas. Donc ils sont pas le cul cailleux parce que les orang-outans vivent principalement dans les arbres et qui se posent très rarement au sol. Donc ils disposent de 4 pattes et quand ils sont au sol, ils se reposent pas sur ils se reposent à 4 pattes mais pas sur l'avant de leur poignet comme les chimpanzés le font et les gorilles le font. Ils ont vraiment 4 mains en fait, c'est des quadrimanes. Ils ont vraiment 4 mains qui posent vraiment à plat. Il ferait du piano, il ferait un malheur de ouf. Ouais, ils peuvent faire plein de trucs. Je te dis, repeindre et faire du piano, en l'occurrence, ça fait des concertos assez sympas. En termes de force, par contre, j'ai eu du mal à trouver l'info sur combien de fois est plus fort un orang-outan par rapport à un être humain. Parce qu'une information. Ce qui me fait rire, c'est que tu les cherchais. Ouais, mais ça m'intéresse. Il est capable de soulever son propre poids. Non, parce que j'ai pas la réponse. Je sais juste que c'est un des grands singes dont la poigne est la plus forte. En gros, ils peuvent te dévisser des boulons serrés avec une machine facilement. Donc, putain, mais qu'est-ce qu'on attend pour les mettre dans les usines plutôt que dans les forêts? Et en matière de... Tout le monde y gagnerait. Ah putain de Dieu. En matière de force, il est clairement capable de soulever son poids facilement. Et voilà, j'ai l'image du singe qui fume une clope à la pause. Mais comme tu disais, Erwan, ils sont capables de soulever leur poids, mais vu qu'ils habitent principalement dans les arbres, donc c'est un animal arboricole, ils se déplacent pas sans risque non plus. Vu qu'ils utilisent leurs 4 membres pour se déplacer et qu'ils se balancent pas, ils font un calcul de la pression de leur corps sur la branche choisie, etc. Ils font pas des tractions, quoi. La branche peut casser. Ils font beaucoup de calculs. Ils font beaucoup de calculs. Ils ont des par rapport au tableaux Excel, ils ont des tableurs, ils ont des trucs très intéressants parce que tu n'es pas Hicham, mais on t'interrompt autant que Hicham. Mais avec plaisir, et je comprends pas pourquoi le mimétisme est présent. Et pourquoi il s'en plaint? Moi, je comprends pas ça. Moi, j'adore. Ils sont à balle. Ah non, pardon, ils s'en plaint. Ah pardon. C'est pour ça qu'il est pas là. Donc, ce qui concerne le mode de vie, comme je le disais, il vit dans les arbres, il construit des nids. Et c'est pas un oiseau pourtant. Bah oui. Et voilà, donc ils sont construits des nids pour vivre et pour dormir surtout. Et il faut savoir qu'il n'est pas propriétaire de son nid, c'est-à-dire qu'il le construit. Donc déjà construire un nid pour un singe, ça nécessite de faire un système de branchage. Et il le construit en haut des arbres, à la cime des arbres. De faire de branchage, des nœuds, etc. Et une fois qu'il... De pondre des œufs après. Après, quand on a 4 mains, c'est moins compliqué que pour un oiseau. C'est moins compliqué, exactement. Mais quoi qu'un oiseau arrive très bien sans même avoir de mains. Oui. Mais il quitte après son nid et un autre orang-outan peut l'utiliser. Donc c'est une sorte de Airbnb du nid. Et très bien. C'est très sympathique. Voilà, donc c'est un animal très sympathique. Dans son mode de vie, vu qu'il vit dans les arbres, il arrive peu souvent à nager. Il est rarement au sol, comme je l'ai dit. Faut savoir qu'il y a un mâle pour plusieurs femelles, donc c'est une polygamie décomplexée totalement. On a du mâle dominant, ça c'est sûr, qui pousse, sur lequel son visage, je sais pas, vous avez déjà vu ça, les orang-outans avec un disque facial qui leur pousse autour du visage. Et en fait, c'est les mâles dominants, c'est-à-dire que c'est une sorte de modification physiologique qui se passe lorsqu'ils deviennent dominants, hormonales, qui forme de couronne de roi, quoi. Et en plus, les femelles sont de plus en plus attirées par les mâles avec des disques. Donc c'est une sorte de cercle vertueux pour les mâles et pour les femelles si elles veulent grâce aux phéromones. Inventer. Mais comme chez les humains, c'est vrai que les hommes qui ont des disques autour de la tête. Baladure, il y a un truc sous la gorge, incroyable. En revanche, ça se chicane un peu la tronche entre mâles, quand même, ça se bastonne un petit peu. Alors que les femelles, ça vit très très bien ensemble, il n'y a pas de problème. Alors que les mâles poussent des très longs cris et peuvent se donner le signal de qui commande et peuvent se reconnaître comme ça et éviter un peu l'affrontement.
Maintenant, je vais parler un peu de la mise en danger de cette espèce, de ces espèces d'orang-outans, puisqu'on parle à juste titre d'une espèce en voie d'extinction. Et c'est là qu'on sort les chiffres. C'est là qu'on sort les chiffres. Allez, le rapport, le bilan annuel. Alors attention, il n'y en aura plus dans 5. Attention 4, les yeux. 3. Alors, selon une estimation de l'Union internationale pour la conservation de la nature, l'UICN, leur population totale est estimée à entre 45 000 et 69 000 individus. Okay. Sauf qu'il y a 11 ans, le Programme des Nations Unies pour l'environnement avançait le chiffre de 800 orang-outans à Sabah, en Indonésie, et 5 000 dans le monde, sans avoir fait de recensement. Donc, je ne sais pas comment les mecs se démerdent. En gros, les chiffres, les chiffres, faut vraiment les relativiser. On pourrait dire que même sur leur disparition, on dit qu'il y a 100 000 orang-outans sauvages qui ont disparu de Bornéo au cours des 16 dernières années. Qui est une perte qui équivaut, à titre de comparaison, au nombre d'habitants d'une ville moyenne telle que Roubaix, Avignon ou Besançon, Franche-Comté, Forever. Peut-être qu'ils sont juste bien cachés, quoi. Oui. Et puis même si Roubaix disparaissait, c'est bon. C'est pas très grave. Ne défendons pas cette. Ce serait dommage pour le cyclisme. Voilà. Il y aurait du Paris, sans rien. Pour Ankama aussi. Non, mais en fait, il faut vraiment relativiser ces chiffres. On sait qu'il y a une disparition croissante et alarmante des orang-outans, mais on ne sait pas dans quelle proportion. C'est très dur de savoir dans quelle proportion. Pourquoi ? Parce que le recensement est très compliqué de ces bêtes-là. Ils répondent pas au sondage de l'INSEE. Exactement. Puis là, ils se déplacent en faible densité et ils vivent dans des zones déjà inaccessibles à l'homme parfois, et ils sont assez craintifs et timides. Donc, ce qui fait que ça facilite pas non plus le fait de les compter. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que, en tout cas, ils meurent, ça c'est sûr, essentiellement de la conséquence de la perte de leur habitat naturel, et donc de la déforestation, la destruction de leur habitat. C'est incontestable. Alors là, toute proportion gardée, puisque ça reste une proportion que les chiffres sont pas vraiment, comme je l'ai dit, très fiables, 50% des orang-outans vivraient en dehors des zones protégées. C'est-à-dire qu'il y a des zones protégées, mais la moitié d'entre eux vivraient en dehors des zones protégées. Et là, selon l'International Animal Rescue, et ça je vais revenir sur, c'est une association, une ONG, je vais revenir un petit peu après, selon cette ONG, l'orang-outan pourrait complètement disparaître dans 10 ans si la déforestation ne cessait pas. Oui, c'est pas très long, 10 ans. C'est pas très long, 10 ans, c'est pas très long. Et alors, après, maintenant, je vais vous poser la question de quelles sont les principales causes de mortalité. On a parlé de la déforestation, mais en fait, la déforestation, c'est juste l'acte de détruire de la forêt. C'est une cause indirecte. Et les causes principales de mortalité des orang-outans, qu'est-ce que c'est ce qu'ils font broyer par les machines? Non, moi je dirais soit le stress qui leur provoque enfin, le changement d'environnement qui leur provoque. Qui fait qu'ils meurent vite, ou alors les chutes, je sais pas, fait que l'environnement en fait, soit fragilisé. la première raison, c'est qu'ils sont chassés et braconnés pour leur viande. Ça faut le savoir. Et c'est une des premières causes de mortalité. Mais on va voir qu'après tout se recoupe. Enfin, la déforestation est une cause unique d'un problème majeur qui est le mouvement des orang-outans vers les hommes. Et on va voir que ça pose problème. Donc ça, c'est la première cause, c'est qu'ils sont chassés, braconnés. Ils sont aussi capturés pour être domestiqués et vendus sur le marché noir. Ça rapporte énormément d'argent aux populations locales. Non, mais c'est assez triste. Mais voilà, donc ils meurent aussi des conséquences de la déforestation, donc à cause de l'expansion économique qui en fait les pousse à aller vers l'homme, comme je le disais, et à fuir donc leur habitat naturel qui est détruit, et aller chercher des ressources qu'ils n'ont plus dans leur habitat naturel vers des ressources qui sont déjà existantes chez les hommes. Et donc là, un combat s'installe en fait dans ces régions-là entre le producteur local ou les grosses entreprises qui exploitent les ressources locales comme l'huile de palme, les arbres fruitiers, etc. Et les orang-outans, c'est-à-dire qu'en fait leurs terres vont être brûlées parfois par les hommes pour gagner des parts de marché et des parts même de territoire, ce qui fait que la déforestation décime l'habitat des orang-outans et les force à rentrer en contact avec les hommes. On parle souvent de l'huile de palme comme l'arme du crime. On en fait souvent, donc ça en fait partie puisque 90% de l'huile de palme provient des plantations en Indonésie et en Malaisie. Donc c'est pas pour rien que spécialement dans ces deux pays-là, les orang-outans sont présents seulement dans ces deux pays-là et sont en voie d'extinction, exactement. Donc bon, voilà, l'huile de palme peut être pointée du doigt, mais ce qui me fait, parce que je vais faire un petit aparté sur l'huile de palme pour savoir est-ce qu'on en trouve et si on veut participer à la destruction des... si on veut participer au fait de préserver un minimum l'écosystème des orang-outans, il y a plein d'actions à faire, notamment peut-être éviter les produits à base d'huile de palme. Alors, c'est très compliqué. Bon, en tout cas, sourcer d'où vient l'huile de palme. Sourcer d'où vient et savoir où ça se situe. Parce qu'il me semble qu'il y en a alors, qui perso, je développerai pas trop là-dessus parce que j'ai eu cette discussion plusieurs fois. L'huile de palme, c'est pas l'huile de palme qui va mettre en cause en soi. Non, c'est la culture, exactement. Parce que l'huile de palme, c'est une huile qui nécessite très peu de surface par rapport à son exploitation et qui du coup serait une solution au contraire plutôt durable. En fait, c'est très rentable,
enfin ça remplace, c'est un substitut de pas mal de matières grasses qui coûte pas cher. Mais honnêtement, si tu crées un champ d'huile de palme, ça va très bien. En fait, le but n'est pas vraiment d'éviter l'huile de palme, c'est de savoir où ça se situe pour ne pas non plus faire une surconsommation de ces produits-là si on est sensible à la cause de la déforestation, parce que finalement 90% de l'huile de palme vient de ces pays-là, et peut-être qu'il y a plein d'alternatives à réfléchir sur d'autres continents et d'autres cultures. Donc naturellement, on va pointer du doigt le Nutella. Mais il y en a partout en fait. On se rend compte qu'environ la moitié des produits qu'on trouve en supermarché contiennent de l'huile de palme. Donc il y en a dans les biscuits salés, les biscuits sucrés, on en a dans les plats préparés, la nourriture pour bébé. Donc après peut-être arrêter de nourrir son enfant. Ça c'est une bonne solution. On a les produits cosmétiques, les produits de la salle de bain. Donc, mais il y en a partout. Il y en a partout. Dans le CIF. Et dans les biocarburants aussi, donc comme quoi parfois en voulant faire un petit geste pour la planète, on en fait un autre un peu disgracieux. Mais voilà, donc c'est pas la seule raison, puisque la première raison c'est la déforestation, et qu'il y a d'autres raisons de la déforestation. Il y a par exemple la construction de barrages dans des pays de ce type-là, qui drainent une exploitation hydraulique assez importante. L'exploitation de bois rares et tropicaux, ça c'est aussi énormément exploité. C'est pour les meubles de jardin. En tech, exactement. En Wenge. Alors Wenge, la construction de routes, même tout simplement de voies d'accès dans ces pays qui se développent assez rapidement. Et pour à peu près conclure, je voudrais parler de mon expérience. Moi, j'ai passé 15 jours dans un centre de réhabilitation d'orang-outans en Indonésie. Et je vais vous expliquer pourquoi on dit réhabilitation, parce que c'est pas un terme. C'est dans le cadre d'une mission d'enquête de la Pim Pam Poum, non? Alors, cache d'investigation. C'était non, j'ai vraiment comme ça, parce que j'étais intéressé par ce qu'ils y faisaient. Donc je suis allé à l'International Animal Rescue, donc j'en avais parlé un petit peu avant, qui a sorti cette stat de 100 000 orang-outans qui avaient disparu et l'extinction dans 10 ans. Donc c'est un centre qui va recueillir et réhabiliter, on va plutôt dire réadapter, puisque réhabiliter c'est le terme anglais, enfin c'est un rehabilitation center, mais on va réadapter les orang-outans à la vie sauvage. Alors qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que finalement le but va être de réapprendre aux orang-outans recueillis de vivre dans leur état naturel, ce qui est un peu incombe finalement, parce que l'homme réapprend à l'animal son état sauvage. Donc je vais vous expliquer comment ça va se passer, c'est assez intéressant. C'est pas une si mauvaise chose, puisque l'homme aliène finalement l'orang-outan au point d'anéantir l'espèce, donc finalement on peut faire un effort pour les réadapter à leur milieu naturel. Comment on réadapte, déjà quel type d'orang-outan on réadapte à la vie sauvage, et comment on les réadapte? Ceux qui sont sauvés suite à capture, suite au braconnage. Ouais, tout à fait. On va réhabiliter déjà essentiellement des jeunes et des bébés orang-outans, c'est-à-dire des orang-outans qui sont encore capables d'apprendre des choses. Faut savoir, ça c'est un fait assez intéressant, qu'un bébé orang-outan, un enfant orang-outan on va dire, vit 7 ans auprès de sa mère. Ce qui est pratiquement comme un être humain, vu qu'ils vivent 2 fois moins longtemps que nous. Donc la réadaptation peut prendre entre 7 à 8 ans en fonction de l'âge de l'enfant, de le bébé orang-outan qu'on prend en main. Et il y a un rapport très très fort entre la mère et l'enfant, puisqu'il y a d'autres similitudes. Par exemple, il y a 9 mois de gestation pour une mère orang-outan qui a fait un seul enfant par portée, donc une portée d'un, c'est pas vraiment une portée, mais le fait qu'elle lui perce les joues, qu'elle lui enlève les petites traces de rouge à lèvres. Exactement. Il y a 2-3 enfants dans la vie d'une mère d'orang-outan, c'est-à-dire qu'on a un enfant tous les 7-8 ans, donc il y a un rapport très très fort qui se tisse. Oui, parce qu'il faut l'élever l'enfant, donc elles mettent pas la charrue avant les bœufs, elles essayent déjà d'apprendre à un enfant à être autonome avant d'en avoir un deuxième, pas comme les connards d'humains. Donc voilà, donc en fait c'est des jeunes, comme tu disais, il y a des jeunes orang-outans récupérés de capture et de domestication, et par exemple, alors, comment ce centre de réadaptation va chercher où sont amenés ces orang-outans-là. Quand il va les chercher, parfois il fait des raids chez les habitants présents, avec des autorités locales en soutien. En fait, c'est souvent des locaux qui sont dénoncés c'est de la délation sur le fait qu'ils aient un orang-outan jeune dans leur jardin, ou qu'ils le domestiquent, qu'ils l'ont capturé. Et avec la présence des autorités locales, ils peuvent récupérer cet orang-outan, ils ont l'autorité pour le faire. Donc faut savoir que voilà, en fait, en Indonésie ou en Malaisie, un bébé orang-outan, c'est comme n'importe. Voilà, en fait, même nous, on trouve ça très mignon, c'est très beau, c'est tout petit, c'est mignon, on dirait un enfant poilu. Et voilà. Après, ça grandit, ça devient un petit peu plus fort, donc c'est chiant. Là, ça fait 120 kilos. Voilà. Et on l'attache au fond du jardin, au bout d'une chaîne, dans une boîte ou sur une branche. Et là, tous les orang-outans ne sont pas réhabilitables. Et quand j'étais dans le centre, il y a l'histoire de cet orang-outan qui est resté enfermé dans une boîte pendant 3-4 ans. Une boîte si petite, qu'il ne pouvait pas se lever sur ses 2 pattes. Et qui, du coup, il a perdu l'usage de ses membres inférieurs. Et du coup, cet orang-outan, par exemple, ne pas être réadapté à la vie sauvage, parce qu'il ne pouvait pas grimper en haut des arbres, construire, etc. Donc lui, il est enfermé dans le centre, dans une cage assez grande, mais à vie.
Il s'agit d'ailleurs d'un mâle dominant, mais il ne peut pas se déplacer. Et lui, il sera à vie dans ce centre de réadaptation. Donc on ne peut pas réhabiliter tous les orang-outans. Il y a plein d'histoires. Il y des orang-outans pris dans des pièges, on est obligé de les amputer. Donc c'est des vétérinaires qui les amputent. Mais il y a des belles histoires aussi où ces orang-outans-là, amputés d'un membre, peuvent être réadaptés à la vie sauvage. Donc c'est assez intéressant. Donc, comment maintenant on réhabilite les orang-outans? Comment l'homme s'y prend pour réhabiliter un animal sauvage? D'abord, on va les recueillir, on va les soigner. Pour qu'ils soient en bonne santé pour être réadaptés à la vie sauvage, et après on les éduque, c'est-à-dire que tout petit, on apprend aux jeunes orang-outans à vivre dans leur habitat naturel, donc à s'accrocher aux branches, on construit des parcours. Notamment moi j'y étais pour faire de la manutention, réhabiliter des structures pour eux, donc etc. Donc c'était plutôt ma tâche là-bas. Il y avait rien de vétérinaire ou quoi que ce soit. Voilà, exactement. Et on les apprend à faire du parcours dans la jungle, à faire des nids aussi, et surtout à chercher de la nourriture. Et ça, c'est assez marrant, c'est que moi, j'avais pour tâche de cacher dans des boîtes en carton, en fait. On mettait des bouts de banane, du miel, du popcorn, de la sueur, des graines, plein de choses. Et on fermait tout ça avec du scotch, et c'était à eux de trouver la nourriture à l'intérieur. Donc, ils savaient qu'il y avait quelque chose dedans, mais il fallait un aspect ludique, parce que dans la nature, ils vont devoir chercher au fond des arbres, dans des troncs, dans des trous, c'est trop bien. Donc, on les apprend vraiment à rechercher à vivre comme ils le feraient dans leur état naturel, et après on les remplace en fait dans une certaine autonomie, une fois qu'ils sont un peu plus grands, dans des îlots. C'est-à-dire qu'il y a des îlots étaient construits dans le centre, donc des parties des lopins de jungle entourés d'un canal artificiel qui ont été créés par les personnes sur place, et on les met en état d'autonomie avec d'autres orang-outans dans ces îlots-là pendant quelques mois, quelques années, en fonction de l'autonomie de ces orang-outans. Et après, on va les réintroduire. Ça, c'est vraiment la finalité du centre, c'est la réintroduction de ces espèces-là dans leur milieu naturel. Et c'est un grand moment, puisqu'il s'agit en fait de rendre l'état naturel des orang-outans à des orang-outans qui ne l'ont jamais connu parfois. Donc c'est assez important. Donc c'est-à-dire qu'il y a du chemin à parcourir, et parfois ça prend des années. Alors la réintroduction se fait à des centaines, voire des milliers de kilomètres du centre. Il faut souvent voyager pendant 3-4 jours entre bateaux, voitures, à pied dans la jungle. Sachant qu'on place l'orang-outan dans une cage qui fait à peu près 30 kilos vide, donc plus l'orang-outan. En gros, il y a 4 personnes qui vont porter la cage, et moi j'ai pas pu participer à ça parce que je n'aurais servi à rien dans la réintroduction de l'orang-outan, mais tu voyais des expéditions où les mecs partaient à 5-6 avec des vétérinaires, avec du staff, et les mecs portaient la cage avec l'orang-outan avec de l'eau jusqu'aux fesses ou jusqu'aux hanches pour les réintroduire dans une zone assez isolée. On leur place une GPS en fait sous leur cou pour en fait cartographier leur activité et savoir leur déplacement, étudier leur acclimatation en fait à un nouvel espace. J'ai demandé comment cette puce était enlevée par naïveté. Alors on m'a répondu peut-être un élément de langage. Ça s'enlève tout seul au bout de 3 ans quand ils se grattent machin. Ou ça reste indéfiniment et ça cesse de marcher, mais en tout cas ça les gêne pas normalement. Ouais. Et la réintroduction pose en fait une problématique liée à la génétique et une querelle scientifique sur la génétique. Faut savoir que il y a 3 espèces d'orang-outans, donc avec 3 génomes différents, même s'ils sont sont semblables. Et en fait, quand on réintroduit des orang-outans sans se soucier de la cohérence génétique, on peut aller vers une hybridation qui risque d'avoir des conséquences génétiques néfastes. C'est-à-dire que ça va changer l'espèce et la rendre apte à vivre dans la combinaison de gènes bénéfiques. Elle lui a une lignée en fait risque d'être entravée parce que ça peut créer une santé défaillante, un alourdissement des chances de reproduction, c'est-à-dire qu'il va y avoir ces 2 espèces différentes avec deux génomes différents, et l'un va prendre le dessus sur l'autre, ou ça va faire c'est un espèce d'eugénisme, mais pas, la nature est censée. Alors je vais pas rentrer dans le détail, mais on appelle ça une dépression hybride en fait, qui peut menacer à long terme. On parle vraiment du long terme là, on est vraiment là-dessus, peut menacer la survie des individus et des populations de l'espèce. Donc il y a des scientifiques qui préconisent d'effectuer des tests génétiques sur les animaux recueillis dans les centres et les réintroduire dans des régions qui abritent une sous-espèce similaire, ce qui empêcherait du coup ce processus d'hybridation, et ce qui serait l'approche la plus prudente. On va pas contrecarrer les plans de la nature. Voilà, donc c'est vraiment une approche à long terme. Faut savoir que si on veut mettre fin... dans 10 ans, il n'y en a plus. Mais en fait, c'est ça. Voilà, exactement. Non, mais en fait, la priorité, c'est de mettre un terme à l'extinction des orang-outans, et que ça passe par des politiques publiques qui font de la protection et de la préservation de leur espace une priorité absolue. C'est ce qu'il faut retenir de tout ça. Mais maintenant, je vais parler un petit peu de chiffres. Je vais conclure sur des chiffres. Puisqu'on parle de gènes. Enfin. Ouais, exactement. N'oublions pas qu'on partage 97% de gènes en commun avec l'orang-outan, et que nous en partageons 80 avec le ténia. Donc à nous maintenant de bien choisir notre camp. Oh. C'est beau. Magnifique outro.
Voilà, c'était magnifique. Super sujet. Alors tu as. Tout est vrai. Hein. Tu as. Précis. Non, mais c'était vachement putain. En plus, ton expérience, ça a l'air trop cool. Ah, c'est dur d'en faire un condensé, mais c'était très intéressant en tout cas. On apprend tout ce genre de choses sur une espèce si tu méconnue finalement. Si tu peux nous envoyer les liens pour quand on publiera pas de problème. l'épisode. Ouais, et si tu as une ou deux photos. Et pour l'anecdote, la BBC était intervenue, filmer et faire un reportage dans le centre au moment où j'y étais, et j'essaie de trouver des traces de ce reportage. Donc si je la classe, si je le trouve, je vous le donne. Mais c'est un centre assez français connu, qui viennent. Ouais. Les Anglais avec leur gros fish and chips. Ah, mais trop bien. Mais ouais, non, si t'as les liens, moi je suis vraiment curieux. Ouais, je vous donnerai ça. Personnellement, ça a l'air vraiment très très chouette. Sans vous pouvez, chers auditeurs, harceler Herman sur Twitter, sur le compte Pim Pam Poum. Harcelez-moi, abonnez-vous. Voilà. Non, c'est pas ça qu'on dit. Non, follow-nous. Suivez-nous. Pouce bleu, la petite cloche. Follow-les. Très bien. Et maintenant, on va finir avec. On va se terminer avec un petit débat. Allez. Petit, tu es doué, très doué. Mais tant que je serai dans le métier, tu ne seras jamais que le second. Il a un talent fou, vous ne trouvez pas? Je l'adore. Dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est faciliter la réussite des médiocres. Juste le talent. Et juste le travail aussi. Ah ouais. C'est l'heure du débat. On peut le remettre. C'est tout à fait l'heure du débat. Donc quel débat? Non. Un débat sur le talent. Donc, est-ce que le fait de dire à quelqu'un qu'il a du talent, est-ce que ça peut être considéré comme une insulte? Tout peut être considéré comme une insulte. Alors tout, mais c'est comme quand tu dis il est beau lui. On va commencer par définir le talent. Ça s'appelle l'ironie, ça. Oui, voilà. Une histoire de ton. Qu'est-ce que le talent? Qu'est-ce que le talent? C'est une faculté accrue dans un certain domaine. Est-ce que ça ne serait pas de l'inné? Non, contrairement je pense pas. À l'acquis. C'est un débat, moi je pense pas. Mais... Moi je pense que le talent ça se cultive. Alors moi je pense qu'il y a quelque chose, comme le l'inné par rapport à l'acquis, en effet. On est sur une notion d'un don du ciel, une notion de génie par exemple. Que quelqu'un aurait un don du ciel pour faire quelque chose de particulier. Et c'est ça que j'aimerais qu'on discute aujourd'hui. À savoir, imaginons quelqu'un qui fait du dessin par exemple et qu'on lui dit « Ah dis donc, tu as énormément de talent ». Ah mais ouais d'accord, je vois ce que tu veux dire. Qu'est-ce que c'est que la substance derrière ce talent? C'est galvaudé. La substance malheureusement, ce que j'essaie d'exprimer, c'est que beaucoup de personnes qui travaillent très dur peuvent mal le prendre parce qu'on leur dit mais toi tu dessines bien parce que tu as du talent. Non, cette personne dessine bien parce qu'elle s'est beaucoup entraînée. Enfin, elle est pas née avec un crayon dans les mains en mode putain mais regarde, j'ai réussi à faire du photoréaliste. En fait, il y a des domaines que le talent ne touche pas, mais pas forcément, mais surtout que il y a des personnes qui certes ont des facilités pour ce truc-là, enfin des accointances, je ne sais pas quel est le mot adéquat, mais c'est aussi parce qu'elles ont énormément bossé, énormément crayonné, et pendant que nous on faisait d'autres choses et on est meilleur dans d'autres choses. Le talent se travaille. Ça représente une grosse partie de l'argument. Le talent se cultive. Arrête avec ton potager, Arthur. Alors, mais qu'est-ce que tu entends par le fait que le talent se cultive? Avec du terreau, un peu d'eau, et puis en fait, il y a une forme de compétence à la base qu'on va développer. C'est ça le talent. Mais d'où elle sort cette compétence à la base? Compétence. Non, c'est une prédisposition. Elle est transmise. D'éducation, je pense. Elle est transmise comment? Par les parents, via la culture. Elle est transmise. On te met dans un écosystème qui te permet de développer certains talents, certaines activités. Mais on te met dans un endroit. Enfin, tu n'as pas choisi finalement. C'est peut-être là le côté inné, c'est qu'on n'a pas vraiment choisi l'endroit dans lequel on a été éduqué. Mais là, on parle de la compétence ou de la passion? Deux choses très différentes. Mais là, j'ai eu deux paramètres intéressants. J'ai eu le travail, j'ai eu l'environnement, qui est un paramètre intéressant. Un autre paramètre qui est discuté, c'est aussi le paramètre génétique, qui est discuté dans le talent. Plasticité du cerveau. 80% de gènes avec un ténia, je tiens à le rappeler. C'est très important de le rappeler. Et oui, pour vous lancer là-dessus, je voulais en fait développer ça en trois axes, à savoir la génétique, le travail et l'environnement. Très bien. Pour moi, on a trois axes génétiques, mais on en a parlé de très bien. Mais on va en parler. J'espère, je suis là pour ça. Dans un premier temps, la génétique. Je suis là pour débattre, moi. La génétique, il y a un paramètre, parce que tu as parlé de l'élasticité du cerveau, il y a des paramètres qu'on oublie, c'est les paramètres physiques, typiquement. Et on imagine un pianiste, un violoniste, par exemple, ou un basketteur. Dextérité. Est-ce que le talent d'un basketteur ne vient pas aussi de la taille de cette personne, par exemple? Alors, moi, je pense que c'est une conséquence, la taille. Principalement. Parce que tu joues au basket, tu deviens grand. Et est-ce que le talent, ça se cultive? Ouais, est-ce que quand t'es forcément. Bah non, mais quand tu développes très jeune une activité où tu allonges ton corps dans une période de croissance de ton corps, je pense que tu t'es plus à même d'être grand en faisant du volley, comme de la natation, gymnastique rétrécie. Alors, je pense pas pour 2 points. C'est que alors, je fais mon fibre tigre, désolé. Mais le premier, c'est qu'il y a des basketteurs très connus qui ont eu des difficultés en commençant le basket en étant très grand parce qu'en fait, t'es plus lourd, t'es plus grand. Mais là, c'est des exceptions. Tu parles d'exceptions. C'est-à-dire que tu parles
l'effet inverse, mais... Non, mais justement, ils avaient pas le bagage nécessaire, leur taille ne les a pas aidés. Au début, c'était un défaut. Je crois que c'était Yao Ming, justement, qui au début était moqué par les autres parce qu'il était très grand, mais il était pâteau, parce qu'il avait pas la technique et il avait besoin de beaucoup d'efforts pour... Moi, je dis pas qu'ils avaient ça là-bas, je dis qu'en fait, l'apprentissage de ce genre de discipline assez tôt et dans une période de croissance du corps humain permet, à mon avis, d'atteindre une taille beaucoup plus grande que si tu ne l'avais pas fait. Et du coup, il y a un deuxième truc. Après, bon. Voilà, et par exemple, quel est le développement de ton corps avec la pétanque, par exemple? Tu es très ras du sol. Plus proche niveau gravitationnel. Sorte de lézard. Il y a un bouquin que je vous conseille qui s'appelle Sérénade pour un cerveau musicien, qui est un bouquin qui est écrit par un psychanalyste, neuropsychopathe, un neurologue, mais qui est aussi un énorme fan de musique et qui explique justement les effets de la musique sur le cerveau. C'est passionnant et il y a des expériences qui montrent, justement, ils étudient le fonctionnement du cerveau et la constitution du cerveau des musiciens par rapport à l'instrument dont ils jouent et aussi par rapport à l'instrument vers lequel ils vont se diriger naturellement. D'accord. Et donc le cerveau évolue certes suite à la pratique, mais il y a aussi quelque chose qui fait que prédisposition. Voilà, exactement. Prédisposition. On est tous d'accord un petit peu en fait. On a tous des éléments. Mais on va revenir sur la musique un petit peu après. On va y revenir, mais il est à mon avis indéniable par exemple une personne qui naît avec des doigts plus longs de manière héréditaire, son père avait des longs doigts, son grand-père avait des longs doigts, peut se gratter un paramètre héréditaire, non, mais qui serait violoniste typiquement aura beaucoup plus de facilité avec des grands doigts à jouer du violon. Ouais, c'est ce que je pense. Mais c'est pas une question d'entraînement, c'est natif. Quelqu'un par exemple. Oui, mais là t'expliques ça par finalement un phénomène, quelqu'un qui inexplicable, c'est une naissance quoi. Quelqu'un qui naît sans bras, par exemple, aura plus de mal à être violoniste. Et il peut pas faire de batterie, par exemple. C'est vrai, c'est plus difficile. Mais là, on parle d'un paramètre physique, et il y a aussi en génétique le paramètre cérébral, on va dire. Est-ce que d'après vous, l'intelligence est quelque chose qui peut être héréditaire ? Alors, je parlerai pas forcément d'intelligence. Déjà, qu'est-ce que l'intelligence ? C'est compliqué de définir l'intelligence. Il y a plusieurs types d'intelligence. Le débat, c'est l'intelligence. Alors, si on reprend une partie. Est-ce que c'est sensoriel ? Est-ce que c'est. Voilà, moi je suis d'accord. Mais par exemple, un surdoué, on va dire, ce gamin est surdoué pour les mathématiques, ou il est surdoué pour l'apprentissage pour l'école. Sur une compétence précise. Selon un cliché, on dit souvent que les Asiatiques ou les Chinois sont plus à l'aise en mathématiques et calculent plus vite. Mais c'est avéré. Non, mais c'est avéré parce que finalement, la retranscription des chiffres et des numéros, c'est-à-dire que pour apprendre le chiffre 23, là je le prononce en français, eux ça va se prononcer beaucoup plus rapidement, ça va prendre finalement 0,12 secondes, et ils vont du coup l'ingérer beaucoup plus facilement, et ils vont être capables de faire du calcul mental beaucoup plus rapidement parce qu'ils ont même une nomenclature des chiffres qui est différente. Donc en fait c'est avéré que leur apprentissage et la forme de la langue joue beaucoup, par exemple ça là c'est pour répondre sur l'aspect mathématique. Non, mais ça fait sens ce que tu dis. C'est le côté civilisation qui est hérité. Ah oui, non, mais c'est pas expliqué par un phénomène, mais c'est juste que c'est une différence culturelle. C'est assez intéressant ce que tu dis, et on y reviendra. Mais en gros, le principe étant que l'intelligence, à l'heure qu'il est, on n'a pas trouvé de preuve que c'était héréditaire, l'intelligence. Le seul point qui se rapproche, c'est la myélisation accrue des neurones. C'est-à-dire la myélisation, c'est l'autoroute entre nos neurones, on va dire, qui est plus épais, et qui permet une meilleure vitesse de transmission des informations. Mais au-delà de ça, on n'a pas trouvé de preuve d'hérédité, du talent, en gros. Néanmoins, on a trouvé ces hérédités, et on en a parlé de plusieurs manières, dans l'environnement, par exemple. Donc, pas forcément de naissance, mais dans l'environnement, on est né en Chine, on parle le chinois. Donc forcément, normalement, on a ces prédispositions, et ça se recolle aussi au travail. Par exemple, je voulais prendre un exemple particulier, c'est l'oreille absolue. Est-ce que ça vous parle, l'oreille absolue ? Tout à fait. C'est le fait Est-ce de qu'on peut pouvoir m'expliquer déterminer. J'en ai 7 moi, donc. Très bien. Mais c'est le fait en entendant un son, quel qu'il soit, de pouvoir déterminer à quelle note il correspond. Absolument. Genre là, si je tape sur la table, je peux dire c'est un fa bémol, c'est un. Exactement, à ne pas confondre avec l'oreille relative, qui est lorsqu'on entend, par exemple, la note Do, on est capable de dire que la seconde note qu'on entend est un Ré, on a un point de référence. L'oreille absolue, c'est avec aucun point de référence, on est capable de dire de quelle note il s'agit. Quand t'as un oiseau dans la rue, tu sais qu'il siffle en mi bécard. Exactement. C'est un exemple particulier parce qu'il s'applique à deux de nos points d'argument, le travail et l'environnement. Le travail parce qu'un musicien qui commence la musique très très tôt, qui va avoir à 3 ans, à 4 ans, qui va commencer la musique, il va avoir plus de facilité à développer cette capacité que des musiciens qui commencent plus tard. Ça a été prouvé par sondage, par consultation de divers musiciens. Mais il y a un autre point qui est intéressant, c'est qu'on a constaté que l'oreille absolue était beaucoup plus présente chez les sujets qui étaient chinois. Non pas asiatiques, mais vraiment typiquement chinois. Ah oui, d'accord. Donc, ok. Alors pourquoi, à votre avis ?
J'imagine que, pour les mêmes raisons que les mathématiques sont peut-être. Mais moi, je pense qu'il peut y avoir une hérédité, comme on disait. Le solfège n'est pas, la méthode d'apprentissage du solfège, ce genre de choses n'est pas la même. C'est-à-dire que mais c'est pas exactement ça. En fait, c'est tout bête. On n'y pense pas forcément. Sensibilité des membres, en fait, c'est un sens, et donc il peut y avoir un non. Et pas vraiment. C'est pas parce qu'ils voient le soleil en premier que. En fait, ils sont pas sensibles au soleil. Il y a plus d'oiseaux en Chine. En fait, c'est tout simplement que la langue chinoise est basée sur l'harmonie. Contrairement au français. Oui, il y a des. Et on va avoir par exemple ma ou ma, ça veut pas dire la même chose, ça peut vouloir dire maman ou cheval, selon l'intonation. Okay. Exactement. Du coup, et donc, l'oreille est éduquée beaucoup plus tôt à l'harmonie. C'est très malin. Et donc, ils développent l'oreille absolue beaucoup plus facilement. Parce qu'elle est ancrée, en fait, les grands pianistes dans leur environnement. Etc. Donc, c'est mélomanes, en tout cas. Et donc, si on prend nos trois points génétiques, travail, environnement, par exemple, l'oreille absolue ne trouve sa place que dans le travail et l'environnement, pas vraiment dans la génétique. Mais elle a ses places à ces endroits. Et on a d'autres exemples. Par exemple, on parlait de l'environnement, on parle toujours du talent et de l'environnement. Par environnement, on entend, par exemple, on parlait d'intelligence, il y a l'intelligence sociale et émotionnelle aussi. Une intelligence sociale, ça s'acquiert avec un environnement. Si on est très seul et qu'on a une famille qui n'est pas présente et qu'on ne peut jamais discuter avec personne et qu'on est, je sais pas, scolarisé à domicile, on aura une intelligence sociale qui sera beaucoup moins développée. Et ça va être lié à notre environnement et on va avoir beaucoup moins de talent pour avoir du contact avec des personnes, etc. Et dans l'environnement, on a aussi tout simplement l'accès à la culture, à des cours de dessin, à du solfège ou tout simplement la discussion. Un parent qui va rentrer le soir et qui va discuter ou un parent qui va s'asseoir vraiment de téléfoot. On parlait de mise en contexte, mise dans un contexte, un système. C'est le système dans lequel on évolue, il influe énormément. Énormément. L'environnement influe énormément sur ce qu'on appelle le talent et le lieu de naissance d'ailleurs également, puisque le fait d'être né en Chine va nous permettre d'acquérir le talent de l'oreille musicale plus facilement. Et donc, en gros, ce qu'on retient de l'ensemble, c'est que la valeur la plus importante, et c'est dès qu'on va débattre de talent avec quelqu'un, la première valeur qui va revenir, c'est le travail. C'est le fait que le talent est une insulte parce que l'important, c'est le travail qu'on va mettre dedans et qu'il n'y a pas vraiment. Alors, quand on parle de la langue chinoise, en fait, c'est le fait qu'ils aient passé autant de temps à apprendre cette langue qui est complexe, qui fait qu'ils ont acquis d'autres entre guillemets compétences. Tout à fait. Après, on avait cet exemple de l'oreille musicale, mais j'ai d'autres exemples pour vous. Par exemple, j'ai les sœurs Williams, Serena et Venus. Ce sont des monstres de tennis. Ce sont des monstres de tennis. Elles ne sont pas nées monstres de tennis. C'est né de deux paramètres, l'environnement et le travail. Le travail parce qu'évidemment, elles ont pratiqué énormément le tennis. L'environnement parce que c'est leur papa, Richard Williams, qui est leur coach également, qui les a poussés à fond là-dedans. Poussés... Faible mot, mais ouais. Voilà, exactement. Et donc, ce talent qu'on leur dit, on dit, putain, Venus Williams, elle a un talent de fou, Serena Williams a un talent de fou en tennis. Ce qu'on entend par talent, c'est pas génétique, c'est pas un don du ciel. Ouais, on parle de compétences, mais pas forcément de talent. Voilà, c'est un environnement et du travail. Et un autre exemple assez intéressant, c'est les sœurs Polgar. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des sœurs Polgar. Pas du tout. Il s'agit de 3 sœurs. Qui avait un papa qui voulait prouver que le talent n'était pas quelque chose d'inné, que le talent pouvait être acquis par n'importe quel enfant. J'ai très peur des expériences qu'il a pu faire en mode alors j'en laisse une de côté. C'est pas si hardcore que ça, je te rassure. En gros, c'est un monsieur qui s'est dit comment je peux prouver ça. Je peux le prouver avec mes propres enfants, tout simplement. C'est horrible. Alors il a une première fille qui s'appelait Suzanne et à qui il s'est dit je vais lui apprendre à jouer aux échecs. Depuis son plus jeune âge. Alors lui n'était pas prof d'échecs ni particulièrement doué. Il connaissait bien les échecs. Pas tellement, mais il s'est dit tiens je vais bravo. Et je vais lire sur les échecs et puis on va commencer à jouer aux échecs à partir du moment où elle est petite. Et donc avant ses 4 ans, elle a commencé à jouer aux échecs et elle est devenue autour de ses 16 ans une des meilleures joueuses d'échecs du monde. Parce que environnement, parce que travail, parce que passion. Et la passion c'est quelque chose dont on va pas parler non plus pour l'instant, mais ça joue énormément, mais le travail sans la passion a du mal à fonctionner. Mais ensuite, le papa a eu 2 autres filles, Sophia et Judith, qu'il n'a pas autant poussé vers les échecs. Il a attendu qu'elle... C'est bien de ne pas pousser ses enfants vers l'échec. Merci. Je vais la refaire. Bon, je sais pas, il a attendu qu'elles aient après 4 ans. Et en fait, elles se sont intéressées elles-mêmes aux échecs, parce que leur sœur jouait dans les échecs, leur papa lisait sur les échecs, elles se sont mises aux échecs, sans cette pulsion externe, on va dire. Et elles sont devenues encore meilleures que leur petite sœur qui avait commencé avant ses 4 ans. Et l'une d'elles a obtenu un titre très particulier de maître d'échecs, alors que c'est pas elle qui a commencé à l'âge de 2 ans. Elle a commencé bien plus tard,
mais il y a eu la passion qui est rentrée dans cette équation-là. Donc passion, travail et environnement. Donc, qu'est-ce qu'on peut, à votre avis, déduire sur le talent ? Qu'il est acquis et non inné. Enfin, en tout cas, ce qu'on appelle talent. Voilà, exactement. Ce qu'on définit lorsqu'on utilise le terme talent, même inconsciemment, concerne donc plutôt l'acquis que l'inné, et qui concerne l'environnement dans lequel on a grandi, le travail qu'on a mis en place pour acquérir ce talent, et évidemment la passion qu'on a pu acquérir. Et donc pour boucler un peu tout ça... Je peux me permettre, bien sûr. Je regardais, parce que là j'ai lu un bouquin sur la théorie du succès. Oui. C'est le titre du bouquin, je sais pas si tu allais en parler ou pas, mais il y a un... Je n'avais pas en parler. Qui s'appelle Outliers, la théorie du succès, qui parle par exemple de la théorie des Miller. Et qui dit que si on prend... C'est pas 10 000 Non. T'es sûr? Ah, je vais pas... Ouais, non, t'as peut-être raison. Non, mais 100 000, je crois. Entre 1000 et 10 000 heures. Je crois que c'est 10 000. Non, mais en gros, qui dit que cette théorie dit qu'il faut accomplir... Si on accomplit un certain nombre d'heures sur une même activité, on devient... un expert et un talent, enfin voilà. Et donc il y a plusieurs exemples, il y a les Beatles, il y a Mozart aussi, qui me donne cet exemple notamment que Mozart, on a l'impression qu'il a écrit un opéra à l'âge de 7 ans, finalement il était très aidé par son père et que il était même, son père était talentueux. Et ce qu'on dit, c'est que ses meilleures pièces, il les a écrites justement au bout d'un certain temps. C'est ça. Et que finalement son père l'a fait pratiquer. J'ai entendu parler de cette théorie. Et en fait, en gros, il y a un bouquin qui est super intéressant qui s'appelle Outliers, la théorie du succès, qui parle et qui parle d'ailleurs de cet exemple aussi des mathématiques et du chinois et qui explique les différences d'assimilation et pourquoi certaines populations sont plus fortes que d'autres dans certains aspects. Donc c'est pour ça que je sais pas si t'allais en parler, mais je voulais parler de cette théorie des Miller et qui correspond aussi à l'expérience des deux sœurs sur l'échec. En fait, quand on met en pratique, on fait pratiquer deux personnes une activité pendant tant d'heures et ça facilite leur accès à un certain talent du coup. Mais voilà, c'est tout. C'est tout. Donc je passais comme ça. Et puis, non, c'est très intéressant. Voilà. Après, il y a aussi dans ça, dans ces Miller, la capacité qu'on va avoir à apprendre plus vite ou moins vite. Si une heure donnée à apprendre quelque chose. Je crois que c'est 10 000 heures en fait. Ça me paraît court. Il s'agit de 10 000 heures. Gérard Miller qui est le réalisateur de 300 quoi. Non, pas du tout. Rien à voir. Mais oui, en effet, c'est après le talent, ça va être au-delà du fait de mettre 1000 heures à apprendre en prenant cet exemple, à apprendre quelque chose, c'est dans une heure qui va apprendre plus vite que l'autre. Oui, par exemple, certaines personnes ont besoin que d'une demi-heure pour apprendre le piano parfaitement. Ouais. Voilà. C'est vrai. Voilà. Tout à fait. Voilà. Donc pour boucler tout ça, on va terminer par une citation, je vous propose. Une citation d'une personne qui n'est pas très connue, puisqu'il s'agit de Albert Einstein. Voilà. Il nous disait que le fameux joueur d'échecs. 1000 fois, mais on peut apprendre 1000 fois une chose, mais on peut pas apprendre... Non. On ne peut pas désapprendre. Non, on peut apprendre une fois 1000 heures. 1000 heures. Mais on peut pas... 1000 heures. Je n'écris rien sur ce podcast, c'est une merde. Non, la citation d'Albert Einstein était le génie, c'est 1% de talent et 99% de travail. Très juste. Donc on vous encourage à cultiver votre talent. Voilà, exactement. Non, très chouette comme débat. J'ai beaucoup aimé. Ça a manqué un peu de clivage à mon sens, mais. Monsieur Collomb. Est-ce qu'il faut vraiment l'appeler débat? Je me suis retenu sur certaines choses parce que ça prendrait trop de temps. Mais conférence. Chacun a ses amis. Non, c'est cool parce que ça soulève beaucoup de questions et ça encourage. Monologue. Encore une fois à lire plein de choses pour s'y intéresser, creuser les sujets. Les livres, c'est sympa. Vous devriez essayer. Oui. Parce que dans le métro, vous n'êtes pas obligé d'écouter un podcast. Moi, je lis un bouquin, j'arrive pas à retenir, c'est 1000 heures ou 10 000 heures. Voilà, donc pour vous dire mon talent, où est-ce qu'il est placé. Tiens, est-ce que ça parlait des orang-outans Si vous voulez, je peux vous faire une confession. Pendant un temps, je faisais les deux en même temps. J'écoutais un podcast. C'est intime je lisais comme confession, ça, quand même. Bah non, mais c'est chelou. Mais t'arrivais vraiment à faire les deux. Tu te brossais les dents, sinon, il y a un moment donné, tu te brossais les dents. Tu serais pas chinois par hasard? Non, pas que je sache en tout cas. Pas ce qu'on m'a dit. Mais du coup, malheureusement, va falloir retrouver Camille et Hicham, c'est ça que tu voulais dire. Cet épisode va toucher à sa fin. Rien ne dit que rien ne dit que vous ne serez pas là dans 2 semaines. Bon, si peut-être le programme qui fait que votre nom est facturé. En tout cas, ça sera facturé. Oui, bien sûr. En tout cas, on tient à remercier la Pim Pam Poum Company qui nous a fourni un service de premium, 3 minutes. Ça a été assez rapide. Enfin, on est arrivé assez rapidement. On a rempli le contrat. Bafouillé parfois. J'étais très impressionné par le cerf-volant floqué avec lequel vous êtes arrivé. Ça, c'est le petit plus. Et ça, on ne vous facture pas pour le coup. Une monovoile en plus, mais en plus éco-friendly. Enfin, sinon, si vous êtes arrivé avec la marée, on se renseigne sur nos clients. Nous, on préfère arriver en escalator, mais quand on peut arriver en cerf-volant, floqué, c'est aussi beau de voir passer entre les 2 tours des Mercuriales comme ça. C'était très poétique.
très classe. Bah, comme d'habitude, c'est un plaisir de vous retrouver. Mais comment nos auditeurs et nos auditrices qui ne vous connaissent pas peuvent vous retrouver? C'est très simple, il suffit d'aller voir notre flux Pim Pam Poum. Alors parfois il y a des choses dedans, parfois il n'y en a pas. Il va bientôt y avoir un nouveau Pim Pam Poum, mais évidemment, voilà. Et puis on peut évidemment retrouver le programme de l'été, la Pistoche. Ça c'est sur le même flux. Avec confort. Et puis il y a un nouveau programme. Il y a un truc en préparation. Il y a un petit truc en préparation. Vous pouvez nous teaser? La Pistoche ayant bien plu. On va reproduire ce format-là de chronique tout au long de l'année. Structuré, pas de risque de divertissement. On prend peu de risques, que ce soit sur le nom qu'on vous dévoilera pas ce soir, mais qui va arriver. Nous on le connaît. Voilà. Mais on vous invite et tout, puis vous lâchez rien, sympa. Non, mais on pourra en discuter autour d'un bon déjeuner. Clin d'œil. Wink. Voilà. Donc on va rejoignez la Pim Pam Poum. Voilà. Et en fait, on a un seul flux, ce qui est quand même pratique pour tout. Là, il y a plein de podcasts qui sortent. C'est le bordel. Nous, on a un flux. Le bordel est concentré. Voilà. Le bordel est concentré dans ce flux. D'écouter ce qu'ils font, puis d'écouter les anciens épisodes, notamment. Alors, vos épisodes de parodie de podcast, c'est fait partie de mes préférés. On en a fait 2, ouais. Il y a un des très vieux, un des débuts, où les échanges épistolaires que j'ai beaucoup aimé. Ah, les cartes postales. Oui. Mais ça fait 1 an maintenant. C'est exactement. Mais ouais, c'était une quelle mémoire, Elias. Est-ce que vous voulez d'autres fleurs? Non, on est déjà très bien accueillis. On est déjà très bien accueillis. Et puis, c'est toujours un plaisir de revenir ici. C'est la deuxième fois, donc une fois par an. Je pense que on peut tabler là-dessus. Même si ça se rapproche dans le temps, c'est pas très grave, mais au moins une fois par an. Dans 3 ans, les putsch de nos auditeurs, je pense qu'il y aura pas de. Et on espère surtout qu'on aura rempli notre part du marché, c'est-à-dire à savoir remplacer Camille et Hicham, ce qui est pas une mince affaire. Non, c'est pas évident. C'est pas évident. Si vous avez aimé l'intervention de nos amis de la Pim Pam Poum Compagnie, n'hésitez pas sur les réseaux sociaux, notamment l'outil Twitter, à le leur faire savoir parce que ça fait toujours plaisir. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Et pour celles et ceux qui écoutent jusque-là, vous pouvez lâcher un petit commentaire PPPC juste pour valider que les gens nous écoutent jusqu'au bout. PPPC pour Pim Pam Poum Compagnie, évidemment. Mais moi ça me rassure. On l'avait ce hashtag. Quand on a eu des éclairs au chocolat, des trucs comme ça, des tartelettes au citron meringué ou je sais plus ce que Camille avait dit. Mais ça me rassure de voir que les gens nous écoutent jusqu'au bout. Hashtag PPPC. Hashtag PPPC. Merci pour ce hashtag. Ça, c'est un très beau hashtag. Merci. Et puis nous, dans tous les cas, on va retrouver Camille et Hicham dès le prochain épisode. Peut-être. Voilà. On vous prépare aussi des petites surprises. Souvent, on vous prépare des petites surprises, mais là, le studio va bientôt évoluer. Donc, dans quelques... Ça n'aura aucun effet sur votre expérience à vous. Mais on vous mettra des photos. Vous allez passer d'une capacité de 1000 à 3000 places. C'est quand même cool. Pour les Lorraine Bastide pourra s'allonger même. Enfin, véritablement autour de la table. Lorraine, on t'embrasse. On aimerait que tu sois là, Lorraine. En fait. C'est pour ça, on t'imagine, mais bon. Mais non, voilà, on va faire un peu évoluer le studio, on vous enverra des photos, on a des petits trucs qui se préparent pour fin 2018, pour début 2019, donc vous verrez, ça va être très très cool, et puis écoutez, dans tous les cas, on vous remercie 1000 fois de nous suivre, on a eu des messages adorables, ultra touchants, qu'on se partage entre nous, mais on a eu des invitations. Vous avez des auditeurs. Alors que nous, on ne les connaît pas. Mais vous avez le talent. J'allais parler des messages, mais nous on peut plus en mettre. On en a déjà mis plein mal, mais donc tous les gens qui n'en ont pas mis, j'encourage tous ces gens-là à mettre des messages sur Pardon Maman. Et bien sûr, combien ils aiment ce programme. Combien ils le détestent, ça peut servir aussi des critiques constructives, on sait jamais. Et bien sûr sur Facebook, Twitter, Instagram, que ce soit Pim Pam Poum Compagnie ou Pardon Maman. Et si c'est pour nous dire que c'est long, on est au courant. Moi, ça va, on vous remercie 1000 fois pour les messages. On a eu, je finis sur ça, une nouvelle personne qui nous a proposé de venir enregistrer chez elle. Les photos étaient trop classe. On a très envie d'y aller. C'était magnifique. Merci beaucoup. Vraiment, sincèrement, ça nous touche beaucoup. Et puis, mine de rien aussi, même pour les 5 étoiles sur iTunes et même pour les petits likes et les petits commentaires et les petits bisous, c'est con, mais ça fait notre journée généralement qu'on reçoit ces messages. Donc, merci encore. Et puis, on se retrouve dans 2 petites semaines. Allez. Qu'est-ce que c'est ce machin? Ah oui, c'est le bon jingle. C'est pour ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fout? Mais dis-tu nos conneries? Tu veux que je lui dise d'aller se faire enculer?